Bonjour à tous, bonsoir à tous. On est vraiment très heureux de vous avoir ce soir avec nous. Donc, je suis Christophe Demoulin, je suis le président de la BBS, la Belgian Back Society. Et donc, ce soir, au programme ce soir, on va parler du rachis cervical et plus précisément du contrôle sensorimoteur. On va parler de son évaluation, de sa prise en charge. Et on va parler de ça pendant, on va dire, 1 heure, 1 heure quart, 1 heure et demie. On va en parler, on va écouter nos deux experts que je vais présenter d'ici peu. Et puis, il y aura évidemment une place pour une discussion. Et donc, vous pourrez poser vos questions aux deux experts, donc à Renaud et à Frédéric. Et je vous dis déjà, n'hésitez pas, dès que vous avez la moindre question, de l'écrire dans le chat. J'en prendrai note et on leur posera les questions à la fin de l'exposé. Et puis, à la fin des questions et de la discussion, eh bien, comme à chaque fois, maintenant, vous devez être habitués, si ceux qui souhaitent avoir l'accréditation PQK, eh bien, ils devront répondre correctement aux 5 questions. Pas à toutes les 5. On posera 5 questions, il faut au moins 3 bonnes réponses à ce petit QCM. Et si vous avez répondu à au moins 3 bonnes réponses et que vous avez un compte PQK, eh bien, vous serez crédité de points pour ce webinaire. Voilà, donc je pense qu'au niveau des modalités pratiques, je n'ai rien oublié. Avant de les présenter, peut-être encore une chose. Sachez, vous pouvez déjà peut-être le noter dans votre agenda si pour ceux que ça intéresse. Notre prochaine activité, ce sera également un webinaire, ce sera le 11 octobre 2022, c'est à la même heure, à 19h30, 21h30. Ce sera un webinaire, ce sera notre premier webinaire international. Donc, c'est un webinaire qui se donnera en anglais et où on a fait appel à un expert ici qui travaille à l'Université du Nevada aux États-Unis, et c'est Emilio Puentedura qui va nous parler de la thérapie manuelle et cette association thérapie manuelle et éducation à la douleur pour la prise en charge des douleurs rachidiennes chroniques. Donc le 11 octobre 2022 en soirée, ce sera une activité payante. Donc on a proposé 10 € pour les membres, 15 € pour les non-membres, parce qu'on fait appel à cet expert international. Des informations, les modalités pour s'inscrire seront communiquées dans les prochaines semaines. Et voilà, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter. Il a vraiment une expertise, que ce soit scientifique et clinique, très importante. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de chouette à écouter. Voilà, donc, présentation de nos deux orateurs. Eh bien, nous avons Monsieur Hage, donc Renaud Hage, qui était diplômé en kiné. Alors, je ne sais pas si je dois dire l'année, mais on le garde dans ce cas. C'est un kiné et qui a fait la thérapie manuelle par la suite. Et donc, il est thérapeute manuel reconnu à IFOMT. Et puis, il a défendu sa thèse de doctorat sur le domaine qui va être abordé ce soir en 2020. Donc, c'est à l'UC Louvain. Donc, c'est un expert dans l'évaluation et le traitement des pathologies neuromusculo-squelettiques. Il a une pratique clinique à Bruxelles et il intervient dans différentes formations universitaires ici en Belgique et en France. Et il est impliqué dans le projet Nomade, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un projet, ça vaut la peine d'aller s'y intéresser. Il vous en dira peut-être un petit mot. Il est également vice-président de Matera et il fait partie du board. Donc, il est administrateur de la Belgian Back Society. Renaud, si j'ai oublié quelque chose, tu n'hésites pas à le rajouter. Pas du tout. Pas du tout. Et puis alors, allez, ça c'est complet. Puis on a Frédéric Diry, qui est également diplômé en kinésithérapie. C'était à Louvain-la-Neuve. Il a fait différents certificats. Il a obtenu son doctorat en kiné en 2006, aussi à Louvain-la-Neuve. Il a été enseignant-chercheur à Charleroi. Il a été responsable d'un laboratoire là-bas. Il a obtenu son certificat en thérapie manuelle orthopédique.
Il est le responsable de ce fameux projet interrégional NOMAD et il est responsable d'un laboratoire actuellement, le laboratoire d'analyse du mouvement et de la posture, ici dans le Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, pareil à Frédéric, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le rajouter. Et Merci je vais Christophe, c'est très maintenant. bien, c'est un beau résumé. Allez, magnifique. Eh bien, écoutez, je vais vous passer la parole et je demanderai peut-être juste à chacun d'entre vous, quand vous ne parlez pas, comme je vais le faire moi-même, ben, quand c'est l'autre qui parle, vous éteignez votre micro et comme ça, on évitera peut-être quelques bruits de cuisine et de vaisselle. Donc, voilà. Euh, Renaud, je te cède la Faut juste parole. savoir comment est-ce que je mute mon micro à partir de l'écran de base en fait. C'est pas grave, je vais Parce qu'en fait, tu as mis un parce partage que plein écran. ah et Bah, ça écoute, c'est pas bon ça. ah non, ça, c'est pas bon. Écoute, ce n'est pas grave. Si jamais Oui, j'entends trop de je me vaisselle, moi, tairai. je désactive. Ouais. Ok, tu peux Hein. désactiver mon micro alors, c'est bon. Ouais, ok, ça va. Je le désactive maintenant. C'est Frédéric Non, qui non, c'est commence. moi qui commence en fait, je pense. En fait, c'est moi Ah, qui voilà. commence, hein. Eh bien, voilà, ben, je Donc, vous cède la parole ouais, tu peux alors. En laisser. tout cas, Oui, Ok, Renaud, c'est toi qui merci commence. beaucoup. merci à tous Ouais, les deux. merci. Merci Fred. Donc la conférence, elle va naturellement, enfin naturellement, se donner aussi avec le soutien de l'ETMA, donc qui est une école de thérapie manuelle ici du côté francophone en Belgique, qui est reconnue IFOMT aussi. Donc Voilà. Et on les remercie, hein, j'ai notre oublié de le dire. Tu fais bien, Renaud, donc on les remercie pour leur soutien, pour l'organisation de la conférence. Merci. Mm, mm. Et donc, notre conférence, donc à Fred et à moi, va se faire sur base d'une conférence qu'on a déjà donnée. Il n'y a rien qui s'est beaucoup, on va dire, inventé depuis lors, hein, à la Société donc, scientifique de kinésithérapie il y a déjà quelques mois. Naturellement, quand je dis il n'y a rien qui s'est inventé depuis lors, on a quand même, grâce au projet Nomade, encore pu évoluer dans nos recherches et donc encore on a pu rajouter encore pas mal de données et c'est ça qu'on va vous présenter maintenant pendant cette conférence. Donc, ben, comme tu l'as dit, Christophe, et comme c'est indiqué sur le titre, ben, la cervicalgie, hein, donc c'est de ça qu'on va parler, et du sensorimoteur. Mais la cervicalgie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est j'ai mal à la nuque, mais pas que, en fait, hein. Donc, ben, tous les cliniciens savent bien que le patient, ben, il peut présenter des irradiations dans les bras, des endormissements, des picotements, des fatigues cervicales, des céphalées, de l'instabilité, des vertiges, des raideurs. Et naturellement, en fait, c'est, pour ainsi dire, la majeure partie des patients qui se présentent à notre cabinet, des douleurs, naturellement. Pas mal de symptômes, donc, sous le même vocable, cervicalgie, et on va dire pas mal de traitements, hein, mais pas mal de traitements, mais finalement le traitement c'est un peu le parent pauvre. Hein, on va vous présenter ça de la cervicalgie ou des cervicalgies, puisque finalement la recherche, les études cliniques nous disent que la meilleure approche pour le traitement de la cervicalgie, c'est l'approche multimodale, ce qui est bien, hein, mais finalement c'est peut-être une vision des fois un peu réductrice parce que ça veut aussi dire qu'on n'en sait pas plus sur les différents traitements, sur l'efficacité de chaque traitement par rapport à chaque patient. Donc, quels sont les éléments qui finalement vont nous orienter vers le neuro, hein, le musculeux, le squelettique, hein? Vous voyez bien que dans les symptômes des patients, hein, c'est les symptômes que j'ai énoncés là, à la grosse louche, on va dire, il y a des éléments neuro, des éléments musculo et des éléments donc, musculo et squelettiques. Et donc, c'est un peu voir comment est-ce que, donc, dans notre prise en charge de patients, on va pouvoir s'orienter aujourd'hui vers le sensorimenteur. Donc l'objectif de cette conférence, eh bien, ça sera de définir hein, le contrôle sensé-moteur, de définir, on va dire, de donner notre définition du sensorimoteur cervical, d'évaluer la clinique hein, du patient sensorimoteur, donc c'est-à-dire comment on le teste, comment on le traite, et naturellement tout ça sous forme, on va dire, scientifique, sous forme de preuves, quand elles existent naturellement.
cervicalgie, la définition, donc elle est très large, hein, cette définition, puisque finalement, on sait actuellement qu'on n'en sait pas grand-chose, c'est-à-dire que l'origine structurelle est inconnue et que finalement, tout ce qui vient de la nuque, toutes les structures innervées peuvent être source de symptômes. Et là-dessus, vous pouvez rajouter encore, on va dire, tout ce qui est expérience sensorielle, émotionnelle désagréable et associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle dans la région de la nuque. Donc, comme je dis toujours, cette appellation cervicalgie est une appellation qui est un peu, je dirais, le reflet, hein, de notre, on va dire, de notre incapacité à savoir réellement ce que c'est que la douleur cervicale, d'où ça vient de ses origines. Euh, la cervicalgie donc apparaît comme un enjeu de société important parce que finalement 50% de la population va être touchée un jour ou l'autre par ce problème de nuque. Et dans ces patients cervicalgiques, on sait que 50% de ces patients vont devenir des patients chroniques avec tout ce que ça implique au niveau justement enjeux financiers, etc. Donc, trouver, hein, identifier correctement ce problème, mais c'est vraiment un enjeu sociétal. Et pour l'identifier, ben, on sait qu'il faut, on va dire, hein, on peut évaluer donc la qualité, hein, de cette nuque, de ces mouvements cervicales. Et quand on parle de qualité, en fait, on parle d'évaluation sensorimotrice, qui est en fait on va dire un outil qui est assez génial pour essayer de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de cette pathologie. Donc. Fred, c'est à toi. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci aussi à Christophe Demoulin pour l'invitation à animer ce webinaire de la BBS auquel on prend beaucoup de plaisir à partager en fait nos résultats et nos évolutions. Donc, comme le dit juste Renaud, donc, il a parlé de qualité de mouvement. Alors, qualité de mouvement, il ne faut pas s'arrêter simplement à ce qu'on appelle l'amplitude articulaire ou le range of motion des anglo-saxons. Il faut aller un petit peu plus loin. Alors, aller un petit peu plus loin, c'est quoi? C'est finalement passer par cette évaluation du contrôle sensorimoteur. Alors, 3 systèmes, ça, ceux qui connaissent Panjabi reconnaissent un petit peu le système ici, les 3 types de systèmes qu'on reprend dans le diagramme, qui sont tous les 3 en interaction. D'un côté, le neural, on va dire avec le système nerveux central et périphérique. On a le système passif qui est dans ce cas-ci les vertèbres, les ligaments, les disques intervertébraux. Et puis finalement, on a un système actif qui sont en fait les muscles eux-mêmes. Alors ces systèmes, évidemment, dans la notion sensorimotrice, vont être complétés par les afférences en provenance des systèmes vestibulaires, oculaires et aussi posturales. Tu peux passer la dia. Tu me dis quand je passe? Ouais, ouais, tu peux y aller. Pardon. Ouais. Alors, pour un petit peu conceptualiser ce modèle de contrôle sensorimoteur de la tête, ici on a un bon résumé en fait de ce qui s'y passe. Donc, le déplacement en fait désiré de la tête, hein, vous le voyez sur le schéma Desired Displacement, est estimé en fonction des conditions initiales. Alors, les conditions initiales, c'est quoi? Simplement les positions respectives de la tête et de la cible en fait visuelle. Ce déplacement désiré est ensuite converti dans un plan moteur, moteur plane, grâce à un modèle inverse, que vous voyez donc juste à côté sur la gauche dans le schéma. La partie principale du mouvement va se dérouler sous le contrôle rigide de ce plan moteur, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, en fait, les mouvements qu'on vous propose, notamment à travers d'un test qui est le DID-RUN, et on en reparlera, sont des mouvements balistiques. Donc, on demande au fait au sujet d'avoir des mouvements rapides de la tête. Et vous voyez que ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y aura, lorsqu'on va arriver vers la cible, un mouvement beaucoup plus lent. Et ce mouvement beaucoup plus lent, il y aura des boucles de rétroaction en fait, sensorielle qui deviennent actives justement à ce moment-là, voilà, et qui vont permettre en fait de corriger, je vais dire, les derniers degrés du mouvement pour être pile en fait dans la cible. Finalement, la position actuelle de la tête sera comparée à la position de la cible. Et en cas d'erreur, si vous voulez, il y a un ES là, erreur signal sur le schéma. En cas d'erreur,
une série de sous-mouvements ou de petits mouvements complémentaires correctifs vont alors être générés. Le mouvement s'arrêtera évidemment lorsque vous aurez atteint la cible, hein, le cercle dans le losange que vous voyez sur le schéma. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu les deux parties, hein, du mouvement, une partie balistique rapide et une partie en fait terminale plus lente. Et on verra très bien à travers en fait les premiers travaux qu'on a fait de cinématique de la tête qu'on retrouve bien ces deux parties de mouvement, c'est-à-dire un mouvement, une phase que nous on a appelée dynamique, qui est le mouvement balistique, et vous verrez aussi un mouvement plus lent, qui est la phase que nous on a appelée de stabilisation. Voilà, tu peux passer la dia si tu veux. Alors, on peut se poser la question en fait de comment ça fonctionne et quelles sont les structures en fait qui permettent, hein, d'assurer ce comportement sensorimoteur. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une interactivité entre les processus qui sont anticipatifs. Pourquoi? Hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a une planification, un modèle interne qui est fait, c'est-à-dire on planifie un mouvement parce qu'il va être tellement rapide, hein, qu'on ne sait pas le corriger. Vous connaissez tous ce type de mouvement rapide. Et donc, il y a une deuxième partie qui peut se mettre en place, c'est la partie de feedback. Mais cette partie de feedback ne peut être possible que dans des mouvements plus lents. Et alors, ce sont les derniers ajustements, je veux dire, avant d'arriver dans la cible. Alors, qu'est-ce qu'on connaît à ce niveau-là? S'il y en a qui sont intéressés, ces parties de modèles internes, en fait, sont essentiellement localisées, hein, au niveau du cervelet. Donc, vous voyez un peu au niveau des structures anatomiques qu'on vous a déjà citées, on pourrait aussi rajouter, en fait, le cervelet dans tout ce qu'on a déjà dans toutes les autres structures qu'on a déjà impliquées au niveau sensorimoteur. Oui, tu peux passer la dia. Alors, c'est une littérature en fait, hein, qui est fort touffue, comme vous le voyez. Hein, la terminologie n'est pas toujours très claire. Ça peut porter, comme on dit ici, à confusion. Et donc, en fait, on vous encourage, si vous voulez, à aller suivre cette littérature et lire un petit peu ce qui est dit à ce niveau-là. Et donc, il semble bien ici qu'on va reposer sur plusieurs entrées sensorielles, notamment la proprioception, hein, la vue, le vestibulaire et également les sorties motrices en fait qui vont permettre, hein, de faire l'acte moteur, ainsi que le couplage en fait et l'articulation qu'il y a entre les deux. Ça, c'est vraiment une définition qui est très générale. Et donc, si vous voyez ce que ça inclut, on voit la proprioception, la kinesthésie et les informations, hein, somatosensorielles. On peut passer la dia. Si on revient donc, hein, sur qu'est-ce que le somatosensoriel, parce que là aussi, eh bien évidemment, finalement, les définitions ne sont pas toujours évidentes. Vous devez prendre en compte en fait les trois concepts qui sont ici, c'est-à-dire la kinesthésie, les nocicepteurs et les mécanorécepteurs. Alors, vous voyez pour la première fois apparaître, hein, les nocicepteurs, ce qui évidemment va nous permettre de faire le lien, hein, puisque ces récepteurs sensoriels à la douleur, nous faire le lien évidemment avec la pathologie. La kinesthésie en elle-même, vous connaissez ça, hein, c'est le sens du mouvement. Et vous savez que c'est surtout en fait vos muscles et l'oreille interne qui vous permettent de savoir, hein, vous orienter et les mouvements que vous êtes en train de faire. Mais on y associe aussi les mécanorécepteurs. Alors les mécanorécepteurs, si on va un petit peu de récepteurs par exemple sensitifs, vous avez ça également au niveau cutané. La peau est capable à des récepteurs sensibles à des déformations mécaniques, mais également d'autres structures en ont également. Donc à partir du moment où ça fait partie de mécanorécepteurs, eh bien ça fait partie de somatosensoriel. Voilà, tu peux passer la dia, Renaud. Alors, juste un petit rappel, mais c'est vraiment très rapide. Il va y avoir deux rôles, puisqu'on a parlé d'un rôle, hein, en feedback, c'est-à-dire en contrôle de mouvement, en ajustement, si vous voulez, par rapport à ce qui est sensitif. Et là, vous savez que notamment, vous avez, hein, vos fuseaux neuromusculaires dans le muscle, vos organes tendineux de Golgi, si vous vous souvenez encore, qui sont à la jonction, hein, musculo-tendineuse. Et vous avez en fait également dans les tendons, dans les articulations, dans les fascias. Toutes ces structures vous permettent alors de vous donner des inputs, je vais dire, sur le feedback. Mais le feed-forward aussi a ces structures, donc c'est-à-dire également en fait le muscle, tendon, articulation et fascia. Et ils sont indispensables puisque vous savez, hein, on a vu que c'est vraiment dans une phase préparatoire en fait, hein, à l'activation. Et donc il faut évidemment avoir de l'information, hein, sur ces structures. Voilà, tu peux passer la dia, s'il te plaît. Le tout se met sur un contexte aussi de réflexe. Moi, je ne vais pas vous refaire un cours de neurophysiologie, hein, sur les réflexes, mais
Souvenez-vous qu'il y a un réflexe, en fait, cervico-colique, comme on appelle, hein, qui est associé au réflexe cervico-oculaire et vestibulo-oculaire. Autrement dit, ça, c'est cette partie donc cervico-colique, c'est quand vous déplacez la tête, si vous voulez, par rapport à votre corps, c'est-à-dire par rapport au tronc, hein. Tandis que l'autre réflexe qui existe également, c'est le réflexe tonique du cou, et celui-là, lui, apparaît plutôt quand vous bougez en fait le corps par rapport à la tête. Donc vous verrez dans certains tests que Renaud vous montrera, on fait parfois la tête reste fixe, le corps bouge, et parfois le corps bouge et l'inverse. Voilà, pour être simple. Tu peux passer la dia, Renaud. Alors, comment faire le lien avec la douleur? Alors ça, c'est un schéma qu'on a adapté hein, de Treleaven et qui nous montre un petit peu quel est le processus qui pourrait être impliqué, c'est-à-dire la douleur elle-même altère, si vous voulez, le fonctionnement de vos mécanorécepteurs, qui elle-même induit, comme on le voit, hein, des entrées en fait somatosensitives ou somatosensorielles, comme on l'a dit, qui sont altérées. Et ce serait évidemment ces altérations qui amèneraient à des troubles alors, cette fois-ci, du contrôle en fait sensorimoteur, sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, je te repasse la parole, je pense que c'est à toi. Oui, c'est à moi. Donc, ben voilà, je dirais que la théorie est bien placée et finalement on va un peu vous donner je veux dire, notre définition, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais notre vision en fait du contrôle sensorimoteur. Dans le sens où beaucoup trop de personnes séparent souvent en fait ce qu'on va appeler le contrôle moteur du contrôle sensorimoteur. Quand on parle de contrôle moteur, et je vous en parlerai encore dans les tests et dans le traitement, on parle souvent de tests, par exemple crânio-cervical. Quand on parle de tests sensorimoteurs, on va parler de tests où on va, par exemple, calculer le repositionnement céphalique. Et finalement, on peut voir que ce système sensorimoteur, en fait, fait vraiment partie d'un système qui est finalement qui est le même, qui est vraiment un système intégré, où certains tests vont tester plutôt le sensoriel et d'autres tests finalement vont tester plutôt le moteur. Mais quand on fait un crânio-cervical flexion test, on est obligé d'avoir du sensoriel. Quand on fait un test de repositionnement céphalique, même si on met l'accent sur le proprioceptif, on est obligé d'avoir du moteur. Donc on peut voir que, c'est déjà là sur le petit schéma, qu'en fait ce mouvement de contrôle cervical va être un savant, on va dire, un savant équilibre entre tout ce qu'on va appeler les inputs sensoriels et tout ce qu'on va appeler les outputs moteurs. Et tout ça va nous donner un mouvement très calibré. Et quand on parle de sensoriel, donc d'input sensoriel, on parle, Frédéric l'a déjà dit, de vestibulaire, de visuel, de proprioceptif et de postural. Quand on parle de musculaire, on parle naturellement de muscles. Quand on parle de sensoriel et quand on parle de testing sensoriel, on va parler, et ça on va vous expliquer ces tests, de tests qui allient le visuel et la position de la nuque dans la stimulation de certains réflexes que Frédéric vous a énoncé tout à l'heure, par le Smooth Pursuit Neck Torsion Test, par le test Head Repositioning, qui est en fait le test de repositionnement céphalique, et par le test d'équilibre du corps. Quand on parle de musculaire, eh bien, on va plutôt naturellement parler de tests moteurs, comme par exemple ce crânio-cervical flexion test, où on va évaluer, on va dire, la force et l'endurance de cette musculature profonde cervicale. Mais on peut aussi parler du scapular holding test, donc du test de maintien de l'omoplate, et des tests au niveau de la musculature des extenseurs. Et donc on le voit sur ce schéma de ce système sensorimoteur intégré, que finalement on ne fait pas l'un sans l'autre, et que les tests vont servir à évaluer plus la participation d'un système qu'on va appeler sensoriel, ou plus la participation d'un système moteur, mais
tous ces systèmes sensoriels et moteurs sont vraiment intégrés. Et puis, il existe d'autres tests qui sont finalement des tests beaucoup plus globaux, où là, finalement, on ne va pas pouvoir mettre en évidence un système par rapport à l'autre. Et c'est là justement où on va pouvoir, je dirais, glisser tout doucement vers la clinique aussi. Et surtout, quand je dis la clinique, c'est vraiment la clinique que vous faites, que nous faisons au quotidien. En effet, si vous regardez ici, dans le bas de cet encadré, on a mis active, donc l'évaluation active, l'amplitude, la direction du mouvement, la cinématique. En fait, ce sont des tests qu'on fait, je dirais, de manière très habituelle, très classique dans notre cabinet quand le patient est là et qu'on lui demande de nous montrer sa douleur par un mouvement actif, de tourner la tête, de la fléchir la nuque ou que sais-je. Et c'est là qu'on se dit, ben non, là je fais de l'évaluation quantitative puisque j'évalue des amplitudes de mouvement. Eh bien non, en fait. En effet, je dis, eh bien non, pas que. Pourquoi? Parce que vous évaluez aussi la qualité du mouvement. Et comme Fred vous l'a bien montré dans le schéma qui était adapté de Treleaven de son étude en 2008, on peut voir que la douleur, ces nocicepteurs vont en effet perturber réellement tout ce qui est sensoriel. Et donc votre patient, s'il s'arrête dans son mouvement, finalement c'est parce qu'il a mal et parce que son système moteur aussi va générer on va dire des outputs qui sont calibrés par rapport à cette information sensorielle. Donc finalement, quand vous faites un examen classique, basique, on va dire, de la nuque, vous faites aussi du sensorimoteur. D'autres tests, comme le flight test, qui ont été mis au point, donc des tests très fonctionnels où des patients doivent suivre sur un écran une espèce de petite mouche, où on évalue, on va dire, les mouvements de la nuque des patients. Des tests en réalité virtuelle, donc ça a été vraiment beaucoup développé depuis une dizaine d'années par Sarek Baat, une Israélienne. Et puis, le test laser d'Hydrun, qui est un produit qu'on a développé beaucoup dans notre projet Nomade. Et c'est là-dessus qu'on va maintenant tout doucement s'orienter pour vous parler des tests sensoromoteurs. Donc, notre prise en charge, naturellement, ça va impliquer d'identifier le problème du patient. Donc, en effet, c'est là qu'on va naturellement faire des tests. Et donc, on va évaluer ce contrôle du mouvement. Mais en fait, de quel mouvement il s'agit à proprement parler? Je vous ai dit, finalement, ce sont tous les mouvements de la nuque. Donc, tous les systèmes, qui soient nociproprioceptifs, moteurs, qui soient oculomoteurs ou qui soient posturaux, peuvent naturellement être testés et peuvent avoir une implication dans la problématique du patient. Si on veut être un tout petit peu plus clinique, plus pragmatique, on va dire, plus pratico-pratique dans notre description, quand on parle de noci, de proprioceptif et de moteur, cliniquement, qu'est-ce que ça veut dire chez le patient? Comme je l'ai déjà dit, c'est la cervicalgie, j'ai mal à la nuque, la douleur, mais ce sont aussi des symptômes qui peuvent être des symptômes qui se qualifient, on va dire, par l'inconstance. Parfois j'ai mal à la nuque, parfois pas. À certains moments de la journée, je me sens un peu bloqué, puis ça passe. Je fais une activité, ça va mieux. Je fais une autre activité, ça va pas mieux. Le lendemain, je refais la même activité qui allait bien, mais elle me fait mal. Donc vraiment une espèce d'inconstance. La fatigue, la tête me semble lourde, j'ai l'impression de devoir porter ma tête. Les positions maintenues sont difficiles justement à garder. Et puis aussi, et ça vous l'aurez peut-être déjà remarqué, notre patient nous décrit une douleur, nous fait le mouvement, en fait il le fait lentement, il a moins, voire pas mal, il le fait de manière un peu plus rapide et la douleur apparaît. Donc on peut voir que tous ces comportements peuvent être, on va dire, le reflet aussi d'un système, on va dire, sensorimoteur un tout petit peu, plus sensibilisé. Le système oculomoteur, donc la sensibilité à la lumière, la vision floue, les difficultés de concentration peuvent être aussi des symptômes qui sont présents chez nos patients cervicalgiques et où on doit être, on va dire, un tout petit peu plus orienté dans ce cas-là vers le système oculomoteur, le système postural, trouble de l'équilibre, instabilité posturale, vertige, troubles à la marche, qui peuvent aussi être le reflet, on va dire, de
d'un système qui est, on va dire, perturbé chez nos patients cervicalgiques. Donc, je vous avais parlé de ce système sensorimoteur intégré. Maintenant, avec les tests sensoriels et les tests moteurs, et puis les tests globaux, donc je vais un peu faire le tour de ces tests. Donc, le système sensorimoteur sensoriel, donc au niveau des tests, je vous avais parlé du Smooth Pursuit Neck Torsion Test, donc le test de poursuite lente avec la nuque tournée. Donc, en effet, on va évaluer à ce moment-là, par rapport à la position de la nuque, le réflexe, donc le réflexe cervicocolique qui a un lien avec la vue. Et donc on demande à notre patient, donc vous voyez ici au niveau, la petite figure ici au niveau A, donc dans une position par exemple qui est une position neutre, où la tête n'est pas tournée, de suivre, donc on va balayer devant les yeux du patient avec un crayon, et le patient, sans tourner la nuque, va devoir suivre comment dire, la cible qu'on balaye devant les yeux. Ensuite, on lui demande donc, sans tourner la tête, donc de faire un mouvement du tronc vers la gauche ou vers la droite. Donc, et à ce moment-là, il va se trouver notre patient avec la nuque tournée à 30 voire 45 degrés, et on va refaire le même test avec un crayon, un bic. Donc on va balayer devant lui, il va pouvoir suivre avec les yeux, donc sans bouger la nuque, le crayon. Et donc c'est un test qui met en évidence une perturbation du système oculocervical, et cliniquement, le test est positif, surtout quand le patient a une perturbation, lorsqu'il a justement cette nuque tournée à 30-45 degrés, donc vers la gauche ou vers la droite. Et donc, on va évaluer donc, des perturbations sous forme de mouvements trop lents, donc qui ne suivent pas en fait la vitesse à laquelle vous déplacez l'objet devant les yeux, ou des saccades. Donc, j'ai une petite vidéo ici où cette patiente est en train de suivre, et ploups, on voit des petites saccades, même des assez grosses saccades. Et donc, la patiente, ici en l'occurrence, ne s'en rend même pas compte, en fait. Donc, c'est vraiment un suivi avec les yeux, et vous devez naturellement être assez attentif à ce genre de choses. Ici, c'est un exemple assez flagrant, donc c'est pour ça que j'ai pris cette vidéo. Mais assez souvent, ça peut être vraiment assez léger comme petite saccade, ou comme petit freinage, on va dire, dans le suivi de la cible. Le test de repositionnement céphalique, donc aussi un test qui est assez bien utilisé pour évaluer la proprioception. Donc on met, donc, comme sur ces schémas ici sur cette figure, un laser est disposé sur la tête de la patiente, et donc cette patiente doit fermer les yeux et doit se positionner la tête dans ce qu'elle ressent être la position neutre, sur une cible qui est sur un mur, donc disposée sur un mur. On met une petite croix là où le patient ou la patiente est en position neutre. On demande au patient de tourner la tête à sa vitesse, donc on n'impose pas de vitesse, de tourner le maximum, la tête au maximum, de revenir dans ce qu'il ou elle va ressentir comme étant sa position neutre, et à ce moment-là, on va calculer la différence entre la position qui était à l'aller et la position au retour. Là aussi, un patient qui est, on va dire, à 90 cm de la cible, avec des cibles qui sont, vous pouvez les trouver sur Internet, calibrées, on va dire. Si vous avez plus de 4 degrés de différence entre, on va dire, entre l'aller et le retour, c'est que votre patient est bien un patient cervicalgique. Jusque-là, c'est pas mal de le savoir déjà. Mais c'est aussi intéressant parce que vous allez pouvoir travailler ça, travailler son problème de nuque au niveau de sa proprioception aussi. Donc, on va évaluer donc l'erreur de relocalisation, donc la distance, donc départ et puis retour sur le tableau. D'autres tests aussi qui peuvent être utilisés, c'est on demande au patient, en fait, avec toujours un laser sur la tête, de suivre
hein. Par exemple, ici, une structure un peu en diabolo. Et vous voyez, il y a cette ligne noire et de part et d'autre, il y a un espèce d'intervalle de confiance là. Et on demande au patient de rester le plus possible dans cet intervalle. Et donc, on va filmer, en fait, dans l'étude ici de Ernst en 2019, il avait filmé les patients. Ensuite, il avait regardé la vidéo. Et là aussi, c'est intéressant de voir que les patients font beaucoup plus d'erreurs. Et donc, il avait pu mettre en évidence que c'est un test qui était fiable et réalisable aussi au niveau clinique, puisque naturellement, on le verra, test égal traitement, c'est pas mal de tests qu'on peut refaire avec nos patients pour essayer de stimuler donc, les systèmes qui sont un peu perturbés chez nos patients cervicalgiques. L'équilibre aussi, hein, on le sait beaucoup moins, mais c'est vrai qu'il y a des perturbations donc, à la marche qui ont été quand même bien mis en évidence chez nos patients cervicalgiques. Et donc ce sont des tests qu'on peut utiliser, des tests d'équilibre, donc de maintenir l'équilibre du patient donc, pendant 30 secondes et évaluer ça sur différentes surfaces et naturellement, de nouveau, test égal traitement, ce sont je dirais, des manières de traiter aussi qui peuvent être utilisées. De nouveau aussi, on peut voir une perturbation apparaître chez nos patients cervicalgiques. Et puis, le testing moteur, hein, le Cranio-Cervical Flexion Test, peut être un peu plus utilisé. En effet, on a pu mettre en évidence qu'il y avait, donc chez nos patients cervicalgiques, une diminution de l'activation des muscles fléchisseurs profonds et une augmentation de l'activation des muscles fléchisseurs superficiels. Et donc, grâce à un petit appareil ici, on va pouvoir évaluer justement ces composantes musculaires. Donc, on positionne donc ce petit ballon là en dessous de la nuque, hein, vraiment au niveau de la charnière occipito-cervicale, et on demande au patient donc d'effectuer avec un mouvement donc de flexion de la tête sur la nuque, hein, Cranio-Cervical Flexion Test, donc d'aller de plus en plus loin dans ce mouvement de flexion et donc d'incrémenter des pales qui vont de 20, 22, 24, 26, 28 et 30 mm de mercure ici, mesurés avec ce petit manomètre. Et donc on évalue en fait l'endurance et la force grâce à ça de nos patients cervicalgiques. Le scapular holding test, on a pu voir aussi chez nos patients cervicalgiques une diminution de l'activation du muscle trapèze inférieur. Et donc c'est un test qu'on va pouvoir faire à nos patients donc en décubitus ventral, où on va pouvoir leur demander de relever donc vers le plafond dans ce cas-là, hein, le moignon de l'épaule, et d'activer le trapèze inférieur ici et d'évaluer justement la force de ce muscle. Les tests au niveau des muscles, de la musculature des extenseurs aussi, hein, puisqu'on a pu aussi voir une perturbation de ce côté-là, et donc par des tests qu'on peut faire dans différentes positions, mais la position cardio-orthopédique est une position assez intéressante à utiliser cliniquement avec nos patients. Et puis on arrive à notre testing global, hein, et comme je disais, les mouvements actifs, ben, finalement, c'est aussi une évaluation du système sensorimoteur, donc évaluer les degrés. La cinématique, hein, c'est ce qu'on fait bien souvent avec nos patients, hein, puisqu'on les regarde bouger et souvent on voit qu'il y a des perturbations, donc des saccades dans le mouvement, des phases de mouvements qui ne sont pas assez fluides, hein, où on a des accélérations, des décélérations, voire aussi des mouvements plus lents de nos patients. Et puis aussi, on peut aussi, je dirais, évaluer des comportements directionnels modifiés, c'est-à-dire des modifications de l'axe du mouvement. Ici, hein, vous voyez chez la personne qui est photographiée, on a un petit peu majoré naturellement pour faire plus d'effet sur la photo. Mais il n'est pas rare là aussi de voir notre patient tourner la tête et de changer d'axe, hein. Le mouvement de rotation est naturellement quand il doit être bien fait dans un axe vertical, mais on voit par exemple ici où la fin de course est accompagnée d'une inflexion, voire de temps en temps aussi d'une flexion ou d'une extension cervicale. Le flying test, donc, qui existe depuis 2004, où on évalue avec un électroganiomètre qui est placé sur la tête du patient les mouvements donc, que le patient va faire pour suivre les
on va dire, les mouvements d'une mouche à l'écran. Et donc, ça va permettre aux évaluateurs d'analyser la vitesse de mouvement cervical, mais aussi la vitesse par rapport donc, à différents degrés donc, de flexion, extension, de rotation et de flexion latérale pour suivre cette mouche. La réalité virtuelle, hein, je vous disais, hein, développée par Saïd depuis quand même pas mal de temps, où là on est dans un système immersif. Et même chose, on a un petit... quand je dis même chose, c'est-à-dire qu'on a le même principe finalement. On a un patient qui met un casque de réalité virtuelle et il doit suivre. Donc, il doit aller en fait avec le petit avion rouge, toucher les cibles qui sont là sur l'écran. Et donc, pour y arriver, naturellement, il doit bouger la nuque. Et cette nuque sera analysée sous forme de cinématique donc et d'amplitude cervicale. Et puis, il y a le dernier test dont on va vous parler un peu plus en longueur, on va dire maintenant, qui est le test qu'on a appelé d'Hydrun laser. Donc, ce test consiste en 3 cibles qui sont disposées devant un patient, devant un sujet, et un laser qui est disposé sur la tête. Et en fait, le patient doit aller le plus rapidement possible démarrer du centre vers la droite, retour au centre, aller à gauche et revenir au centre. Et donc, comme Frédéric vous disait tout à l'heure, un mouvement balistique, hein, donc un mouvement rapide, on va dire, pour aller d'une cible à l'autre, mais aussi un mouvement plus lent qui va consister à cibler, puisque le faisceau laser, en fait, ne va pas être, on va dire, capté par le capteur photosensible de manière hasardeuse. Le patient doit vraiment s'arrêter dessus pendant une demi-seconde pour que ce ne soit pas justement du hasard et pour qu'il ait bien stabilisé sa nuque et qu'on puisse bien analyser tous les facteurs sensoromoteurs à ce moment-là. Voilà, Fred, c'est à toi. Puisque la question est déjà posée, pourquoi d'Hydrun? En fait, c'est du nom de leurs 2 concepteurs, hein. Il y a un Didier dedans et un Renault. Donc voilà, ça fait d'Hydrun. Comme ça, vous savez déjà d'où ça vient. Alors, on pourra en rediscuter plus tard, hein. Donc, le d'Hydrun Laser Test, en fait, c'est un test qui va évaluer la performance en fait, sensorimotrice donc, du complexe tête-nuque en fait, en mouvement. Et via une stimulation en fait qui va être visuelle, comme vous l'a expliqué Renaud, et une validation de la cible par un stimulus auditif. Alors évidemment, ça c'est intéressant, donc on a du visuel et de l'auditif, donc on est bien dans un contexte, comme on dit, sensorimoteur. Et l'objectif, ça va être de le faire le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Et donc ces deux phénomènes qui sont reliés nous amènent en fait à un résultat d'un compromis qu'on appelle vitesse-précision. C'est-à-dire qu'il existe des lois de contrôle moteur qui nous expliquent que quand on va vite, on ne peut pas nécessairement être précis. Et quand on veut être précis, il faut peut-être aussi ralentir le mouvement pour pouvoir être précis. Et donc, en 2009, il y a une première étude qui avait été conduite par Renaud, toujours celle-là, oui, et dans laquelle, en fait, simplement le temps total d'exécution des mouvements cervicaux était mesuré, soit chez les sujets, soit chez les patients. Et en fait, il a apparu par la suite que pour aller un pas plus loin et comprendre ce qui s'y passait, c'est-à-dire en voyant, c'est bien de voir qu'on a des sujets sains qui exécutent le mouvement plus vite que des patients cervicalgiques, mais que se passe-t-il en fait dans le mouvement et qu'est-ce qui peut expliquer en fait finalement qu'il soit plus lent et donc on est obligé de passer à une analyse cinématique plus détaillée. Alors, ce qui a été proposé par la suite, tu peux passer la dia, Renaud. Par la suite, les premières études ont inclus des sujets sains parce qu'effectivement, il fallait, commencer à normer un petit peu les choses et à savoir quel était un comportement normal qui n'est pas spécifiquement connu à l'époque pour ce test, puisque le test était nouveau. Et 80 sujets ont été testés et ils effectuaient un test en labo avec finalement un système de capture de mouvement, comme vous voyez, 3D, qui est un système optoélectronique Elite. On a modélisé la tête par une triangulation, comme vous le voyez, de différents capteurs qui sont repris ici. Donc, vous voyez les coordonnées X, Y, Z qui sont reprises et donc le mouvement de la tête autour de l'axe X, ici, dans le référentiel du système Elite.
4 groupes avaient été constitués. Hein, vous voyez, on avait un groupe d'enfants, un groupe qu'on a qualifié de jeunes adultes, un groupe de plus vieux adultes et un groupe de seniors. Alors, tu peux passer la dia. Donc, ici, vous avez le test, en fait, une animation en fait, du test qui, ici, a été, si vous voulez, un peu customisé. C'est-à-dire qu'il était nécessaire, en fait, pour pouvoir passer du labo vers le cabinet, de proposer, en fait, un outil de mesure beaucoup plus accessible au niveau financier qu'un système élite. Et donc, ici, c'est une proposition d'utiliser, en fait, un capteur inertiel pour mesurer la rotation. Et donc ici, vous voyez un sujet à la tâche. Hein, et donc, avec un simple capteur inertiel, on peut finalement retrouver exactement la cinématique mesurée par un système beaucoup plus coûteux et donc utilisable ici en laboratoire. Et vous voyez les angles hein, qui plafonnent à chaque fois, hein, les phases de mouvement et les phases de stabilisation, hein, et les rotations de la tête qui sont attendues à 30 degrés et qui sont vérifiées comme étant à 30 degrés, mesurées par le capteur inertiel. Merci Renaud, tu peux passer la dia. Alors, il s'avère qu'effectivement, on retrouvait bien les deux phases. Hein, que vous voyez la phase dynamique ou une phase de mouvement de la tête et une phase de stabilisation où le sujet cherche un petit peu sa cible et donc où le mouvement est quasiment ralenti et où il n'y a plus d'accélération comme vous le voyez sur le schéma. Hein, différentes variables, évidemment, ont été étudiées. Le temps du dead run qui avait été mesuré dans des études précédentes, mais on a pu aussi en déduire une vitesse moyenne, des accélérations et décélérations moyennes, des vitesses maximales et minimales, et également ce qu'on a appelé l'overshoot, c'est-à-dire l'éventualité où le sujet dépasse la cible pour finalement revenir dans la cible. Alors, tiens, tu peux peut-être appuyer une fois pour voir les résultats. Voilà. Au niveau des temps du dead run, comme vous le voyez, on a réussi à mettre en évidence des différences entre les enfants et les adultes et entre les seniors hein, et les jeunes adultes. Les enfants étant évidemment plus lents et les seniors étant également plus lents que hein, les jeunes adultes. Alors, il y a aussi des différences qui se sont marquées sur d'autres paramètres, comme vous le voyez, hein, au niveau accélération, décélération et paramètres de vitesse. Par contre, au niveau de l'overshoot, on n'a pas obtenu de différence significative au niveau des sujets. On se dit que c'est aussi lié effectivement à ce qui est demandé au sujet, donc d'aller le plus vite possible. Et donc, tout le monde adopte finalement un petit peu le même type de comportement et a le même type de précision, si vous voulez, pour venir toucher la cible. Tu peux passer, Renaud. Dans une seconde étude, hein, parce que vous avez vu donc qu'il y a une phase dynamique et une phase hein, de stabilisation, comme on l'a dit, on s'est plutôt attardé à l'étude plus détaillée donc, de la phase hein, dynamique que vous voyez là. Tu peux peut-être pousser pour avoir les… Voilà. Les figures vous montrent, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les figures vous montrent que dans les 4 groupes qu'on a testés, hein, donc vous voyez il y a 4 groupes d'âge qui sont représentés ici, on a en fait des optimums, c'est-à-dire que en fait, pour différents paramètres, on constate bien que c'est le sujet adulte qui est la référence et c'est lui qui est le meilleur, si vous voulez, dans l'exécution. Hein, soit ce sont les jeunes adultes ou hein, les adultes vieux qui sont très très proches dans les… Et alors, quand on regarde les plus jeunes, donc les enfants ou les seniors à l'opposé, on voit souvent alors que soit les variables ont tendance hein, à diminuer, les valeurs diminuent ou les valeurs augmentent. Systématiquement, nous montrons qu'il faut quand même tenir compte quelque part de l'âge et surtout en particulier chez les enfants. Tu peux passer la dia. C'est à toi, Renaud. Ah oui, ça c'est à moi. Ok. Donc, les premières études, donc, comme disait Fred, nous ont permis de mieux comprendre en fait cette partie, on va dire, du mouvement, hein, cette partie cinématique du mouvement, et donc d'une certaine manière de normer un petit peu notre, enfin, ouais, d'avoir des datas hein, qui correspondaient à l'âge, mais aussi, quand je disais comprendre, c'est finalement de comprendre mieux cette phase dynamique et cette phase, on va dire, de stabilisation. Hein. Et ensuite, ce qu'on a fait dans cette étude qui amenait justement beaucoup plus vers la clinique, c'est-à-dire vers les patients, ça a été d'évaluer donc des patients finalement
faire un peu plus de recherche clinique de ce côté-là pour un peu mieux comprendre comment nos patients fonctionnaient. Et ce qu'on a gardé, en fait, ce qui a été finalement le résultat des études précédentes, ça a été donc l'exploration de différents paramètres cinématiques, hein, d'une part, mais aussi de se dire, ben, finalement, on va garder dans l'exploration du mouvement, dans les tests, que la phase dynamique du mouvement qui finalement correspond vraiment à ce qu'on a besoin et puis à ce que nous montre notre patient quand il a mal à la nuque, c'est-à-dire j'ai mal à la nuque ben, quand je bouge, c'est-à-dire quand je tourne. Hein. Et donc c'est ça qui nous a fait, on va dire, garder surtout cette exploration-là dans le mouvement. Et donc cette étude qui a été menée nous a permis donc d'analyser cette rotation axiale chez des patients cervicalgiques aigus, non spécifiques, et d'explorer aussi, d'explorer dans un premier temps la différence entre des sujets sains et des patients, mais aussi la performance donc sensorimotrice qui était liée à l'amélioration du patient après le traitement. Donc on les a testés avant traitement, les patients, et après traitement. Donc, ce qui est intéressant ici dans cette étude, c'est que finalement, on a utilisé un test qui était un test nouveau, hein, un test qui avait été quand même prouvé, fiable et valide, mais aussi, et c'est finalement ce que je voulais faire vraiment dans cette étude, c'était d'évaluer en fait des patients cervicalgiques aigus. La raison est très simple, c'est que dans la majorité des études qui sont faites sur le sensoriel-moteur sont faites sur des patients chroniques. Et donc, on a peu de data en fait sur les patients cervicalgiques aigus. D'autre part, si on regarde donc au niveau, on va dire, de l'épidémiologie, on voit que pas mal de patients cervicalgiques deviennent chroniques. Donc, ça serait peut-être intéressant ça serait peut-être pas, ça serait sûrement très intéressant d'avoir plus de données, on va dire, scientifiques, plus de données qui nous permettent de comprendre en fait ce patient cervicalgique aigu pour essayer d'éviter le plus possible hein, qui deviennent chroniques. Et donc, on a évalué l'influence sur les variables cinématiques de la douleur, hein, donc les patients versus sujet contrôle, de la localisation de la douleur, dans le sens où tous mes patients, je les ai testés au niveau cervical, mais j'ai testé aussi la nuque au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on a trié, hein, on a splitté les patients qui avaient une cervicalgie d'origine cervicale supérieure et les patients qui avaient une douleur d'origine cervicale moyenne, voire inférieure. Pourquoi? Parce que théoriquement, on a beaucoup plus d'informations qui proviennent de la nuque supérieure. Et donc, l'hypothèse était de trouver chez ces patients-là un test sensorimoteur qui aurait été beaucoup plus perturbé. Et ensuite, ça a été d'évaluer ces patients après traitement, et donc pour voir quelle était, on va dire, l'action de la diminution de la douleur sur la performance sensorimotrice. Alors, le traitement qui a été effectué a été un traitement de type thérapie manuelle, donc, mais surtout passif. Hein, ça a été fait de manière très, très, très intentionnelle. Pourquoi passif? Parce que je ne voulais absolument pas modifier, en fait, perturber de manière positive ou négative par des exercices où on va récupérer, par exemple, le mouvement de rotation hein, chez notre patient, parce que ça pouvait, entre guillemets, l'entraîner hein, pour ce test de rotation cervicale rapide qui était le Didron laser test. Donc ici à gauche, vous voyez 38 patients cervicalgiques aigus ont été testés une première fois. Après l'examen manuel, on les a, je dirais, mis dans deux groupes, un groupe cervicalgique supérieur, un groupe cervicalgique inférieur. On a fait les traitements passifs et à la fin du traitement, on a refait le Didron test. Alors la fin du traitement, c'était le patient qui décidait. Hein, donc ce n'était pas du tout le thérapeute qui décidait, c'était vraiment le patient qui disait que pour lui, en fait, il était revenu à sa normale. Et donc, à partir de ce moment-là, peu importe le nombre de traitements, à partir de ce moment-là, on lui refaisait passer le test. Alors, étonnamment, par rapport à la théorie, on n'a pas vu de différence significative entre les patients cervicalgiques sup et inf au passage du test d'hydrone laser. L'effet de la cervicalgie
on a pu voir un effet donc, qui était chez nos patients par rapport au sujet contrôle et qui était, bon, alors, pardon, les sujets contrôle ont dû statistiquement être ajustés par rapport à l'âge, et ça j'en parlerai après pendant la période des questions, parce que si vous regardez au niveau des âges, les âges en fait ne matchaient pas. Donc il y avait une différence significative au niveau des âges, et donc on a dû ajuster au niveau de l'analyse statistique l'âge pour traiter nos ANOVA. Et donc ça nous a quand même gardé une variable qui était le temps entre le pic d'accélération et la fin du mouvement de rotation, qui était significatif entre nos patients cérvicalgiques et nos sujets contrôle. Chose intéressante, c'est qu'on avait calculé pour toutes nos variables cinématiques l'erreur de mesure, et tous les résultats étaient au-dessus de l'erreur de mesure, donc c'est-à-dire que ce n'était pas, on va dire, qu'on pouvait en tenir compte de manière assez fiable. L'effet du traitement maintenant sur les variables cinématiques, donc le patient avant et après traitement. Donc on a pu voir ici que différentes variables cinématiques comme le pic de vitesse, le pic d'accélération, de décélération, le temps entre les pics d'accélération et décélération, le temps de stabilisation qu'on avait malgré tout calculé, et le temps total pour réaliser le test était significatif avant et après traitement, avec un effect size, donc avec un effet clinique, on va dire, qui allait de petit à moyen, et par contre, des résultats qui étaient inférieurs au changement minimum détectable, c'est-à-dire, on va dire, pas assez grand que pour finalement là en tenir compte cliniquement. Une petite parenthèse sur l'effet de la douleur, pour voir qu'en effet, les patients avaient été réellement soulagés donc, par le traitement. Donc on avait avant traitement des patients qui étaient avec une médiane, on va dire, sur une échelle d'évaluation de la douleur à 6 sur 10, et une médiane qui était ici proche un peu en dessous de 1 après le traitement, et un Cohen, donc un effect size, une taille de l'effet du traitement qui était de 1,7, donc qui est vraiment assez haut. Donc on peut dire que cliniquement, le traitement, en tous les cas sur la douleur, a vraiment bien agi. Et donc, depuis lors, on a encore, je dirais, évolué, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu mettre en évidence donc, que différentes variables étaient, on va dire, étaient différentes chez les patients avant-après traitement, mais surtout par rapport au sujet sain. Et donc, c'est bien de savoir qu'il y a des variables qui sont différentes, mais ce qu'on voulait voir, c'était essayer de voir quelles étaient finalement dans toutes ces variables les plus discriminantes entre les patients cervicalgiques aigus et les patients, entre les sujets contrôle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc on a fait cette étude rétrospective qui a permis donc de prendre les datas, donc les données des patients de l'étude, de cette dernière étude dont je viens de vous parler, des patients cervicalgiques aigus, et comme les âges, je vous l'ai dit, ne matchaient pas, on a été rechercher, en fait, l'étude où on avait normé, vous vous souvenez, tous les sujets contrôle, et on a été matché avec des sujets contrôle, donc nos groupes. Donc on est arrivé à avoir 38 patients avec un âge médian de 46 ans et 31 contrôles avec un âge médian de 46 ans aussi, ce qui nous permettait là naturellement d'avoir plus de poids pour comparer les patients et les contrôles. Et en fait, on a évalué ces variables discriminantes par une équation de régression logistique. Et donc, on se posait la question donc, de savoir s'il était possible donc, de distinguer de manière assez précise avec des variables des patients des contrôles, et d'évaluer surtout la valeur prédictive de ces variables cinématiques. Et donc là, je vous laisse regarder déjà toutes les variables qu'on utilisait. Donc c'était des variables qu'on avait déjà observées, qu'on avait
voyez, observées pendant les premières études dont Fred vous a parlé. Et donc, toutes ces variables, en fait, ont été testées avec l'équation de régression logistique, et 3 variables sont arrivées, on va dire, en tête de liste, si je peux dire, le temps total du dead run, la vitesse moyenne et le pic de décélération. Et en fait, finalement, ces variables se sont avérées être les plus discriminantes pour nos patients cervicalgiques aigus. Ensuite, on a calculé les courbes ROC pour évaluer donc le pourcentage, hein, le rapport de pourcentage entre la sensibilité et la spécificité. Et donc, ces variables, donc la vitesse moyenne est apparue à 74%, le temps total du dead run à 65%, et, désolé pour l'orthographe, le pic de décélération à 76%. Et chose intéressante qu'on a faite dans cette étude, c'est qu'on a regroupé en fait ces 3 variables. Et on a regardé si on les utilise ensemble, qu'est-ce que ça donne. Et en fait, mises ensemble, ces variables sont discriminantes à 95%. Donc c'est vraiment des données qui sont vraiment très très bonnes, on va dire, quand on fait du musculo-squelettique. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature, quand on évalue des tests en musculo-squelettique, que ce soit la sensibilité ou la spécificité, c'est vraiment très très rare d'arriver à ce pourcentage-là. Donc, sympa d'avoir ces 3 variables, mais sympa pourquoi ? Parce que, d'une part, ça pourrait nous servir à marquer l'efficacité d'un traitement. Hein. Donc, en effet, je traite mon patient, je le teste, je le traite, et ensuite, je le reteste avec le dead run par rapport à ces variables précisément, et je peux évaluer finalement si mon patient est revenu dans la norme d'un sujet contrôle. Je peux utiliser aussi ces variables en mode, comme je mets, treat what you find, c'est-à-dire revenir un petit peu aussi dans ce qu'on fait de manière beaucoup plus traditionnelle avec les tests. Hein, comme je vous ai déjà dit, on teste, on voit qu'il y a un problème chez notre patient, et en fait, on se sert de ce test pour faire la rééducation. Eh bien, on pourrait très bien se dire, finalement, si la cinématique a montré qu'elle permettait de discriminer nos patients, ça veut dire que la cinématique est une valeur qu'on peut travailler chez notre patient. Et dans toute la rééducation qu'on peut utiliser, c'est-à-dire même l'exercice, le crânio-cervical flexion test, que ça soit des mouvements de rotation, que sais-je, tout ce que vous voulez comme exercice, on peut travailler ce volet cinématique en disant, OK, vous pouvez faire ce mouvement sur lequel on peut travailler l'endurance, la force, etc. Mais on peut lui demander aussi à notre patient, par exemple en utilisant un métronome, d'accélérer son mouvement. Donc vraiment de travailler sur l'impact de la vitesse. Hein. Et c'est vrai que c'est un paramètre qu'on utilise peu, voire pas, en fait, dans notre rééducation. Donc c'est vraiment quelque chose par contre, qu'on devra encore évaluer. Et puis, j'étais trop vite, on pourrait aussi, et ça, je laisse ça à la recherche clinique, se servir de ces marqueurs discriminants pour pouvoir évaluer différentes formes de traitement. Hein. Je vous ai parlé tout au début de cette conférence du traitement multimodèle qui finalement était le traitement de choix pour la cervicalgie, mais pourquoi pas utiliser ces variables discriminantes pour pouvoir, dans un bon protocole, par exemple avec une RCT, évaluer différents modes de traitement et pouvoir, grâce à ces variables discriminantes, pouvoir dire, tiens, finalement, pour ce patient, c'est mieux d'utiliser tel traitement, ou pour tel autre patient, c'est mieux d'utiliser tel autre traitement. Mais tout ça, naturellement, il y a un point d'interrogation parce que ça n'a pas encore été fait, mais maintenant, je pense qu'on pourrait le commencer avec notre test. Voilà, Fred. Oui, merci Renaud. Donc, à partir des données collectées par un des capteurs inertiels dans l'étude clinique détaillée par Renaud juste précédemment, on a utilisé les données collectées pour mettre en place un autre protocole qui visait aux 2 objectifs que vous voyez ici, et qui est une question qui devient de plus en plus récurrente dans la littérature. C'est finalement
est-ce qu'on a la capacité, grâce à des méthodes de machine learning, de discriminer en fait les patients par rapport à des sujets contrôle, et est-ce qu'on peut avoir une valeur prédictive en fait de nouveau à partir de ce machine learning pour les patients. Vas-y, tu peux passer la dia. Pardon, oui. Ouais, voilà. Alors ici, simplement, vous avez les coordonnées X, Y, Z qui sont reprises avec le mouvement que vous voyez autour de l'axe X ici. Alors, ceux qui connaissent un petit peu en aéronautique savent qu'il y a des mouvements qu'on appelle yaw, pitch and roll. En fait, c'est simplement les mouvements de lacet, tangage ou roulis, ou que vous connaissez classiquement les rotations droite-gauche, flexion-extension ou inclinaison latérale gauche et droite du sujet. Donc ici, finalement, vous voyez un petit peu ce qui sort de tableur, en fait, dans lequel on peut extraire, si vous voulez, les accélérations en X, et puis vous avez notre colonne avec le gyroscope X, où vous avez, en fait, finalement, la vitesse angulaire en degrés par seconde. Voilà, tu peux passer la dia. Voilà, donc les trois mouvements, en fait, pour faire simple, les trois composantes, en fait, de mouvement de la tête sont mesurées. Ici, vous voyez ce qui se passe selon l'axe Y, donc c'est-à-dire le tangage ou flexion-extension. Et puis finalement, selon l'axe Z, qui est le roulis, avec l'inclinaison, en fait, droite et gauche. Alors, en fait, il s'avère que en utilisant... Oui, c'est très bien, Renaud. Donc, la problématique de machine learning, c'est qu'on ne sait jamais quel est l'algorithme qui va donner finalement la meilleure solution. Et donc, on est obligé d'en tester pas mal. Alors, il s'est avéré ici que c'est un algorithme qui est linéaire SVM, donc Support Vector Machine, qui est sorti comme étant l'algorithme le plus performant, avec une précision, vous voyez, de 82%. Et sur la courbe de ROC, si vous voulez, la surface sur la courbe de 84%. Donc, tu peux passer la dia. Et donc, en fait, qu'est-ce qui permet le mieux d'expliquer, en fait, finalement, ce qu'on a vu? C'est pas le mouvement, en fait, gauche-droite, en fait, de rotation qui est exécuté pendant le test, qui finalement est le meilleur indicateur, mais finalement, c'est un mouvement couplé, qui est le pitch, dont je vous ai parlé là tantôt, c'est-à-dire le tangage, c'est-à-dire un mouvement de flexion-extension de la tête qui se fait en même temps que nos mouvements de rotation. Et rien qu'avec ça, il est possible de déceler, en fait, 77% des sujets. Et donc, c'est le gyroscope en Y qui nous donne évidemment cette information sur le capteur inertiel. Donc, vous voyez qu'à partir d'un seul capteur inertiel, il est possible quand même de déduire pas mal de choses et d'utiliser ces données évidemment à bon escient pour la suite. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Le gyroscope qui donne finalement... Ouais, c'est à toi. Déjà ici? Ouais. Donc, oui, ça terminait donc un peu ce qu'on a voulu dire, enfin ce que Fred disait. Donc, des données discriminantes et des données cinématiques qui finalement sont intéressantes parce que avec cet algorithme donc de machine learning, on a pu mettre en évidence que c'était finalement un mouvement secondaire au mouvement demandé. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'évaluation clinique du mouvement actif de notre patient, je vous disais, tiens, le mouvement de rotation de l'axe des X, mais finalement, on voit souvent notre patient un peu déraper de son axe X pour on va dire, aller dans un mouvement qui va se terminer plus par de la flexion, la latéraflexion, ou bien de l'extension ou de la flexion. Et donc ici, justement, c'est ça qui est intéressant avec on va dire cette intelligence artificielle, c'est que ce mode de calcul a pu finalement visualiser, enfin, on va dire calculer ce que nous voyons dans notre clinique. Alors, je vais déjà un petit peu dans une réponse à certaines questions en disant que l'intelligence artificielle, ça ne va pas nous remplacer, mais ça peut nous faire gagner beaucoup de temps et ça peut justement nous faire gagner beaucoup de temps dans la compréhension justement de ces mécanismes finalement très cliniques et finalement avec beaucoup de données, on peut récolter beaucoup plus d'informations pour aller justement affiner ensuite notre domaine clinique. Donc, plutôt que de nous remplacer, je pense que ça sera un outil génial de collaboration. Mais
on parle beaucoup actuellement de la réalité virtuelle, hein. Donc c'est vraiment le truc qui a le vent en poupe, le truc à la mode. Et naturellement, ça ne nous épargne pas, puisque notre prototype, hein, donc physique, hein, de test d'Hydrun, eh bien, grâce au projet Nomade, on a pu en faire une version de réalité virtuelle. Mais on va un petit peu voir la réalité virtuelle. Ben, pourquoi est-ce qu'on a été, on va dire, tenté de pousser un peu la porte de, de- de- de cette recherche? Ça a été ben, parce qu'on a déjà pu voir dans les, on va dire dans les études que ça servait à quelque chose, hein, en effet, qu'on pouvait modifier, hein, des informations grâce à cette réalité virtuelle. Et on le voit dans cette étude de Harvey ici en 2015, où ils ont testé des patients donc avec un environnement de réalité virtuelle, mais surtout ils ont modifié cet environnement de réalité virtuelle. Et quand ils ont remarqué que quand ils hypertrophiaient en fait l'environnement, les patients en fait réagissaient beaucoup plus tôt à la douleur, beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à 7%, hein, de moins de rotation. Et ce qui correspond, quand vous voyez que la moyenne chez un patient se situe plus ou moins entre 65 voire 70 degrés, ben on est quand même à presque 10%, ce qui est quand même déjà pas mal. Et dans un environnement qui est hypotrophié, par contre, la douleur apparaît plus tard. Et ici aussi, en effet, plus ou moins à 10% de la valeur totale. Donc, on peut voir qu'il y a des modifications qui sont liées à cette réalité virtuelle. Par contre, hein, c'est pas rare de trouver ça naturellement dans le domaine de la recherche. Ils ont testé certaines personnes, certains patients, et puis on refait une nouvelle étude, et puis là on s'aperçoit que finalement on ne peut pas confirmer les données qui étaient apparues dans la première étude. Et puis on va voir un peu plus loin une étude de 2021 ici, qui nous montre aussi qu'il n'y a pas d'effet sur sur l'amplitude de mouvement cervical et sur la douleur par rapport à la modification visuelle. Donc, finalement, est-ce que la réalité virtuelle est un outil intéressant pour on va dire, pour tester nos patients et pour les traiter? On va un petit peu aller voir plus loin. En 2018, ici, on a une revue systématique de Chan qui nous dit que la réalité virtuelle peut jouer un rôle, mais que les études sont très hétérogènes. En 2020, une autre étude, une autre systématique nous montre qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour juger l'efficacité de la réalité virtuelle dans la gestion de la douleur. Et puis, cette étude de 2020 qui nous montre que pour les douleurs d'origine rachidienne, il y a une réelle nécessité de recherche plus ciblée et de meilleure qualité pour justement évaluer l'efficacité de cet outil qu'est la réalité virtuelle. Donc il ne fallait pas beaucoup plus pour nous pousser un petit peu justement à aller mettre au point cet outil en vue d'études futures. Et donc, en effet, en route vers le futur avec le Didron VR. Pourquoi? Parce que finalement, la réalité virtuelle nous permet d'avoir un outil qui est un peu comme le shampoing 2 en 1. Ici, on a un shampoing 24 en 1, c'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet de modifier des environnements, mais aussi de modifier différents tests, hein. Différents environnements, Fred vous montrera des vidéos, normal, sphérique, cylindrique, différents tests. On a évalué beaucoup donc, notre test horizontal avec le Didron, mais ici, vous pouvez utiliser la verticalité, les diagonales, les triangles, et puis ce qui est en dessous, vous allez voir, on l'a appelé le Random Warrior, c'est le test qui tue. C'est un test beaucoup plus on va dire, qui demande beaucoup plus de fonctions au niveau de la nuque. Fred, c'est à toi. Voilà, je Je te reprends la laisse main. Donc, commenter. voilà. Ici, on va avoir une petite Voilà. série de vidéos qui vous permettent un petit peu de voir l'environnement et comment ça se passe en Didrun réalité virtuelle. Et donc, voilà, ici, c'était l'exemple hein, d'une pièce, on va dire, normale. Voilà. On a une pièce ici cylindrique, voilà, on la voit bien.
une pièce adaptée. Vous voyez, donc là, adapté, ben, c'est un petit peu en fonction de ce que vous avez envie d'y mettre. Certaines formes différentes. Pièce sphérique. Bon, tout ça est encore en version démo. On n'a pas encore testé l'ensemble, hein, je vous rassure, des différentes pièces. Alors ça, c'est une position haute du sujet, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous étiez sur un tabouret un peu plus haut et vous avez une vision un petit peu différente de la pièce. Ça, c'est la version classique du test, c'est-à-dire en position horizontale, hein, dans une pièce adaptée, il me semble, apparemment. Oui. Une diagonale. Donc voilà, hein, tout de suite, on a des combinaisons de mouvements, hein, ici, avec la flexion-extension et des inclinaisons potentielles. Vous voyez, une autre diagonale. Et tout ça se change très rapidement en fait dans les paramètres en fait, hein. Alors ici on a un triangle, hein, un triangle vers le bas ici, triangle vers le haut. On a les versions gauche et droite aussi, hein, du triangle qui existe. Ouais. Position verticale. Alors ça, il faut voir, ça a l'air bête, mais un changement physique, par exemple des cibles en position verticale, ben, ça peut vous faire perdre facilement 5 minutes, hein, Renaud, sur une version physique, tandis qu'ici, ça va très Ouais. très vite adapter, quoi. Et voilà, le fameux Random Warrior. Alors ici, ben, d'un côté, ben, les cibles, comme vous le voyez, sont des cibles qui vont dans toutes les directions, et on a en fait une composante aléatoire de la cible ici. Donc, comme ça, le sujet ne peut pas prévoir en fait là où va partir la prochaine cible. Voilà, Renaud. Ok, ça va. Alors, ce qui est intéressant naturellement, puisque dans notre outil hein, qui sera encore à tester, c'est que on a, quand le patient ou le sujet naturellement a fait son test, on va générer en fait les datas. Et ces datas vont être super intéressantes pour le clinicien parce qu'il va pouvoir justement les utiliser, hein. Et donc là, on va vraiment, on va dire, passer du labo, on va dire, vers la clinique. Et là, je vais en fait sortir de mon plop, 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 ici pour vous montrer. Est-ce que vous voyez quelque chose ou non? Quand je fais ça, Ça va, Renaud, là, c'est bon. vous le voyez? Ouais. Il faut savoir que comment je dirais ça? Euh, on a un truc qui est assez génial dans notre nomenclature, c'est on peut effectuer en fait finalement des évaluations de notre patient, hein. On peut avoir une prescription où on peut évaluer un patient, hein. C'est un M24, donc hein, ça nous permet quand même de gagner notre vie. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec notre test de réalité virtuelle? Ben, on pourrait s'en servir justement pour évaluer notre patient et pour en tirer des données qu'on pourra utiliser pour bilanter, mais aussi pour traiter, comme je l'ai déjà dit. Et donc, quand le patient fait son test avec ce casque de réalité virtuelle, voilà ce qui est généré en fait par le patient. Donc, on a ici donc, tous les paramètres sont indiqués, par exemple, au niveau de la pièce qu'on a utilisée, donc la pièce normale, hein, l'image. Et ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'on a dans l'environnement, on a aussi différentes couleurs qu'on pourra évaluer chez nos patients. Donc faire le test avec un environnement avec des couleurs rouges, avec des couleurs bleues, avec des couleurs, donc des couleurs, on va dire, sympas, hein, des couleurs agréables, des couleurs désagréables, pour voir si ça modifie aussi hein, les informations chez notre patient. Mais donc, on pourrait très bien se dire, ben tiens,
on peut bilanter, hein, comme on le ferait avec d'autres machines qu'on utilise finalement en kiné, comme des machines par exemple d'isocinétisme, où on peut voir là aussi des paramètres cinématiques, et on peut voir ces paramètres cinématiques par exemple s'inscrire ici en fonction du test qui a été réalisé par le patient. Et donc on voit ces accélérations, on peut cliquer dessus, et en cliquant dessus, on va arriver. Est-ce que vous voyez ceci? Oui? Non? Ouais, c'est bon, Renaud. Ok, C'est ok. bon? Si, Ok. oui, c'est bon. On peut voir ici apparaître, ce que vous voyez, left, c'est les cibles de gauche, centre, les cibles du centre, et droite, les cibles de droite. Et par je dirais, un regard assez rapide, voir que par exemple ici, notre sujet, sur la première cible, quand il était à gauche, il a mis plus de temps que pour les autres cibles, hein. Et donc tout ça va être mesuré. Et par exemple, sur ce graphique ici qui est généré aussi, on peut modifier les positions, ce qu'on va appeler des curseurs, pour pouvoir calculer les datas, par exemple sur quelques cibles, sur 2 cibles, sur plusieurs cibles, enfin sur l'étendue, et en fonction de ça, avoir nos variables cinématiques. Comme on a un test qui est fiable et valide, on peut naturellement voir que ces datas représentent bien ce que le patient a effectué, mais surtout, comme on a pu mettre en évidence des variables cinématiques avec notre équation de régression logistique, on peut calculer aussi directement justement les performances du patient et avoir, on va dire, une performance sous forme de données chiffrées qu'on pourra utiliser, par exemple, pour évaluer notre patient avant et après traitement. Alors ici, c'est la vitesse, hein, qu'on a évaluée pendant les tests. Ici, c'est l'accélération. Et ici, comme je l'avais montré, c'était les cibles chez notre patient. Donc, voilà, ça nous permet finalement d'aller... Attendez, je reprends. Oups. D'aller tirer profit en fait de ces informations qui sont, on vous les a progressivement amenées, donc très théoriques au départ, mais finalement on peut s'en servir de manière clinique, et on peut réellement s'en servir de manière clinique pour, je dirais, pour finaliser vraiment notre examen physique de notre patient, où on peut évaluer sa douleur avec certaines échelles, évaluer sous forme de questionnaire aussi, hein, l'état de notre patient, mais on peut aussi les évaluer les amplitudes de mouvement, et ici la cinématique du patient. Donc je dirais entre guillemets la boucle est bouclée, et on a vraiment fait le tour de tout ce qui était finalement sensorimoteur chez notre patient. Et donc ces tests sensoromoteurs, on vient de vous en parler en long et en large, mais comment est-ce qu'on peut s'en servir d'un point de vue très pratico-pratique maintenant sous forme d'un traitement? Je dirais que c'est un peu la partie pauvre, hein, je dirais, de notre prise en charge, bien que ça soit la partie importante pour le patient. Quand je dis partie pauvre, c'est un peu ma frustration dont je parle. Parce que, comme je vous l'ai dit tout au départ, le traitement le plus efficace, finalement, c'est le traitement multimodal. Et c'est vrai moi j'ai une grosse frustration par rapport à ça, c'est parce que je ne sais pas toujours ce que je peux finalement utiliser chez mon patient. Ces tests qu'on a mis en évidence chez notre patient, ils sont problématiques, donc je vais m'en servir comme traitement. C'est une première piste, mais c'est un peu le mode treat what you find, mais c'est pas toujours évident, et c'est pas toujours ce qui montre le plus efficacité chez notre patient. Mais bon, après, je vais vous montrer quand même. Les tests au niveau sensorimoteur, on a pu voir que les exercices sensoromoteurs avaient un effet sur la douleur, sur le Neck Disability Index, c'est-à-dire l'index fonctionnel de la nuque, sur l'amplitude cervicale, sur le repositionnement encéphalique, sur le test crânio-cervical, hein, donc sur l'aspect musculaire et endurant, sur l'activation musculaire, sur l'équilibre dynamique, et en sens inverse, la douleur, la réduction de la douleur a aussi, et ça on l'a montré, un effet sur le contrôle sensorimoteur. Alors, le traitement, c'est un peu ça, hein, c'est cette vue schématique ici qui est très naïve, hein, mais qui montre on va dire le statut d'un patient quand il arrive, c'est-à-dire avec une douleur,
hein, qui est un symptôme important, mais aussi, et ça, des fois, il ne s'en rend pas compte, le patient, mais une fonction qui est perturbée. Et ce qu'on a envie, hein, d'avoir justement en fin de traitement, c'est une fonction qui s'est améliorée et une douleur qui a diminué, ce qu'on a envie, mais naturellement ce que le patient aussi a envie. Ça, c'est la vue vraiment naïve et schématique de finalement de la corrélation entre les changements de douleur et fonction pendant notre traitement. Et donc, comme traitement, finalement, on va appeler ça articulaire, hein, qui est, en l'occurrence ici un exemple, c'est le traitement que j'avais fait dans l'étude BMC en 21. C'est des traitements passifs accessoires et physiologiques, mais finalement, on vous l'a démontré, ce sont aussi des traitements sensorimoteurs, hein. Les mouvements actifs, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est en effet visualiser chez notre patient un dérangement, on va dire, d'un axe, hein, par exemple ici, l'axe des X, c'est-à-dire l'axe de rotation qui est majoré par un axe de flexion-extension, de latéroflexion, pardon, c'est repositionner la tête du patient et lui faire des mouvements, on va dire, dans ce qu'on va appeler pour lui le bon axe, si on a une modification de symptômes par rapport à cette modification d'axe pendant la rotation cervicale. Exemple ici, avec ce patient qui va tourner la tête, vous voyez, c'est assez léger, hein, malgré tout. Maintenant, il va se contrôler et il va faire son mouvement en essayant de rester dans l'axe le plus possible. Donc ça peut être une forme de traitement, on va dire proprioceptif, hein, de gestion du mouvement par rapport à la douleur. Et ça fait déjà 2 fois que je dis, gestion du mouvement par rapport à la douleur. Pourquoi? Parce que vous aurez naturellement beaucoup plus de participation du patient s'il voit que ce mouvement diminue aussi la douleur qu'il ressent pendant l'exercice qu'il est en train de faire. Alors, coordination oculocéphalogyre, hein, donc les tests, hein, le smooth pursuit neck torsion test. On peut faire des exercices oculomoteurs donc aux patients, c'est-à-dire demander au patient, donc sans bouger la tête, hein, qui suive en fait avec les yeux un crayon qui bouge devant lui, et puis de se recentrer par rapport à cette cible. Il peut aussi faire des mouvements de rotation cervicale tout en maintenant le regard en fait sur la cible qui est fixe, qui ne bouge pas, hein. Donc différents exercices oculocéphalogyres qu'il peut faire dans différentes positions, hein, assis, debout les 2 pieds joints, debout avec un pied en avant ou un pied en arrière, donc en tandem avec le pied gauche ou le pied droit en avant, avec les épaules tournées d'un côté ou les épaules tournées de l'autre, et ainsi de suite. Donc on peut naturellement mélanger les informations sensorielles aussi avec les informations qui viennent naturellement des membres inférieurs et vraiment du bassin de toute la colonne à ce moment-là. Le test donc de craniocervical flexion test, on peut s'en servir aussi naturellement comme exercice avec notre patient. Donc tout à l'heure, pendant le test, pour expliquer le test, je vous ai montré un petit manomètre. J'utilise le manomètre pour pouvoir évaluer mon patient, pour montrer au patient aussi, hein, qui assez souvent a du mal à évaluer en fait la difficulté et des fois ne croit pas, hein, en la difficulté, et donc en effet avec ce manomètre il peut avoir un très très bon feedback. Mais ce que j'utilise en fait avec les patients, c'est des des petites bouées là, des brassards. J'en coupe 2 et je donne ça au patient qui va mettre ça en dessous de sa nuque pour effectuer son exercice à ce moment-là de rééducation, de réactivation des muscles fléchisseurs profonds. Fléchisseurs profonds qu'on peut aussi évaluer et travailler donc en position assise. Donc vous allez voir ici la patiente à l'image de gauche, la vidéo de gauche. Elle fait son extension, elle revient, elle fait une flexion, elle revient. Et donc on a pu voir dans son mouvement, surtout son mouvement de retour d'extension et son mouvement de retour de flexion, qu'en fait les fléchisseurs profonds ne travaillaient pas assez. Maintenant je vais vous montrer
ici, elle démarre et elle travaille le retour. Vous avez vu que le menton, en fait, s'est d'abord abaissé pour le retour d'extension. Donc, elle a ramené la tête, non pas avec ses fléchisseurs superficiels, mais avec ses fléchisseurs profonds. Donc, pour d'abord ramener la tête. Ici, le mouvement de flexion. Et même chose, elle fixe par ses fléchisseurs profonds et le mouvement de relevé du menton ne s'effectue qu'en fin de course. Il y a encore des choses à travailler naturellement chez cette patiente, mais comme ça vous donne un petit exemple. Le travail d'extension, donc en effet ici, on peut le voir, on demande au patient donc de relever la tête en faisant travailler ses extenseurs profonds et ces fléchisseurs profonds qui vont maintenir en fait le menton plus ou moins à la bonne position. Ici, vous voyez sur l'image de droite, naturellement, on a demandé de faire une extension à ce patient. Et en fait, ici, on voit que d'une part, les fléchisseurs profonds ont complètement lâché, mais aussi les extenseurs superficiels sont en hyperactivité, puisque on peut voir que l'occiput, c'est lui qui bouge le plus. Et on sait que les extenseurs superficiels sont des muscles qui vont jusqu'à l'occiput. Et donc, on peut voir qu'ils sont mis en activité donc, dans ce mouvement. Je reviens juste sur cette image pour vous montrer, pour dire que j'ai écrit travail musculaire, quelques petits points, et cinématique. Tout à l'heure, je vous parlais justement de cette composante qui n'était pas étudiée encore pour l'instant et donc trop peu utilisée au niveau clinique, enfin, c'est notre impression, c'est-à-dire la cinématique, où on peut faire des exercices aux patients, mais on peut les faire aussi avec une vitesse, une accélération, une décélération différente. Donc c'est vraiment, je dirais, un facteur sur lequel on peut aussi travailler la rééducation. Ici, l'exercice de l'Indien, comme je l'appelle, on va prendre un TheraBand qu'on va attacher sur la tête du patient et on le bloque dans la porte et on peut lui demander de faire des mouvements de flexion-extension, des mouvements de latéroflexion, des mouvements de rotation, donc il aura une résistance. On peut lui demander, en tenant la nuque, on va dire fixe, stable, de faire un pas en avant, de faire un pas en arrière, de faire un pas sur le côté, donc pour vraiment essayer de maintenir toujours cette nuque de manière très stable et naturellement travailler là-dessus, sur cet aspect musculaire, mais aussi naturellement sur l'aspect vélocité qu'on peut aussi développer chez notre patient. Je vous parlais aussi tout à l'heure donc de ces tests de stabilisation, on va dire posturale. Et même chose, beaucoup de ces exercices peuvent être faits donc dans différentes positions et où on va justement les faire avec nos patients qui peuvent se tenir debout, mais aussi marcher. Et par exemple ici, on peut demander à notre patiente d'avancer dans une pièce et de fixer un point qui est devant elle, à 2 mètres, et finalement elle va passer devant le point, elle va continuer à avancer, mais comme elle continue à fixer, finalement sa rotation va être majorée. Et malgré tout, un peu, je dirais, malgré elle. Et c'est étonnant de voir, si vous faites l'exercice avec certains patients dans votre cabinet, vous verrez que si vous asseyez votre patient et que vous lui demandez de tourner la tête, je donne un exemple, il va tourner la tête à 50 degrés, vous le faites marcher, vous lui demandez de tenir les épaules droites et puis vous apercevez que, en fait, quand il est là aussi un peu modifié, quand les informations sont un peu modifiées par rapport à d'autres informations sensorielles, donc quand les informations cervicales, en fait, ce patient parvient à aller plus loin dans son mouvement de rotation. Même chose ici, on peut lui demander de marcher droite, de fixer un point et de tourner les épaules pendant la marche. On peut demander donc aussi, même chose, mais dans un autre plan de flexion-extension, de mimer, comme si on prenait quelque chose tout en regardant devant soi, donc ça va travailler là l'extension cervicale. Donc finalement, on va travailler cette extension, cette rotation cervicale par des mouvements qui seront finalement des mouvements très fonctionnels chez le patient. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de jamais perdre de vue que dans notre éducation, c'est ça qu'on doit aussi tendre finalement
le patient, s'il a envie de tourner la nuque, de la fléchir ou de l'étendre, finalement c'est pour vivre, c'est pour bouger. Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut naturellement essayer de faire en sorte qu'il ait le moins mal possible. Et donc, comme traitement, naturellement, tous les tests pouvaient être utilisés, hein, tous ces tests de réalité virtuelle. Et puis, ce test de, on va dire, de mouvements multiples cervicaux au hasard peut être aussi utilisé comme traitement chez notre patient. Fred, je ne sais plus, c'était toi qui devais le dire là, je pense. J'ai été pris dans... Voilà, tu peux... Non, non, c'était toi. Pas de Je souci. peux continuer là? Je fais la Oui, on arrive au conclusion. bout. Ah, ok, ça va. Donc, les progressions, hein, je vous ai dit, de plus en plus fonctionnelles. Et j'aime bien cet exemple parce que je le donne beaucoup hein, dans mes conférences, mais surtout dans mes cours aussi. Parce que même s'il était fait, je dirais, dessiné finalement pour le travail au niveau lombaire, c'est un super exemple parce qu'on doit le suivre aussi au niveau cervical. Dans le sens où il faut toujours hein, le mieux, naturellement, pour une bonne compréhension par votre patient, c'est de travailler toutes ces composantes sensorimotrices de manière très isolée hein, pour que le patient puisse finalement assez bien intégrer hein, et modifier les inputs et les outputs. Et puis, doucement aller vers la sphère ici la plus écartée, c'est-à-dire vers le traitement fonctionnel, comme je l'avais montré par les images ici qu'on avait tiré de l'article de Chris Worsfold en 2020. Et donc, c'est vraiment cette progression qu'on va devoir maintenir, donc vraiment aller de l'analytique vers le fonctionnel. Et aussi, naturellement, on pourra travailler, ça je vous laisse juge, hein, avec les exercices, avec plus ou moins de résistance que vous pourrez mettre, mais ça dépendra naturellement du type de patient que vous aurez aussi à rééduquer. Tout en sachant que c'est pas parce que d'un point de vue sensorimoteur, vous mettez plus de résistance que ça va peut-être être plus difficile au niveau musculaire, mais de temps en temps, ça peut être aussi plus facile au niveau sensorimoteur parce que quand vous mettez plus de résistance sur un mouvement, vous le stabilisez mieux. Et donc, les inputs sont naturellement, entre guillemets, j'ai bien stabilisés eux aussi. Et donc, les outputs qui vont suivre, mais finalement, le patient pourra mieux travailler son mouvement. Donc finalement, des fois, la gravité, elle sert en sens inverse. Donc ça sera, je vous laisse juge pour évaluer ça de manière clinique. Je termine là, Fred ou... Oui, ça va. Tu Ouais. peux faire afficher peut-être Ouais. un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à ce stade? Premièrement, les patients doivent être testés au niveau sensorimoteur. Et je dirais même surtout les patients en phase aiguë, avec l'espoir de réduire peut-être la chronicisation. Deuxièmement, commencer la thérapie sensorimotrice en fait le plus vite possible. Troisièmement, les patients doivent aussi être traités de manière sensorimotrice. Et là, on fera un petit peu le parallèle avec finalement ce qui est simplement fait en rééducation, d'autres troubles neuromusculo-squelettiques, tout simplement l'entorse de la cheville, hein, comme proposé ici. Ça ne paraît pas bizarre de faire sensorimoteur sur la cheville, et il faut tout à fait transposer ce concept hein, vers la colonne cervicale. Et puis, le message aussi qui fait plaisir à Renaud, finalement, nécessaire évidemment de continuer la recherche clinique, parce que je pense qu'on est encore au balbutiement. On commence à avoir des outils maintenant, on vous en a présenté quelques-uns, on commence à avoir des évidences qui vont dans le bon sens. Reste à assumer encore toute une série de questions qui sont encore posées. Et beaucoup avec les patients qui sont en phase aiguë, hein, puisqu'il y a très peu d'études en fait qui incluent des patients en phase aiguë. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre attention et puis on se tient disponible pour vos questions si on y arrive à y répondre évidemment. Merci beaucoup, merci Frédéric, merci Renaud pour ce bel exposé. On a constaté à votre passion pour la thématique et puis voilà, vous formez un beau et un bon binôme. On sent que c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Voilà, c'était bien, c'était très sympa.
Alors, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Et donc, on va les prendre les unes après les autres. Et la première, c'était de Willy Dufour. Et ce que je peux peut-être faire, parce que je peux la lire, mais ce que je peux Sont où essayer, les chats? c'est sur la droite normalement. Mais ce que je peux essayer, en fait, c'est Ouais. peut-être de permettre d'activer son micro. Et alors, on va demander à Monsieur Willy Dufour, s'il est toujours là, et voir si éventuellement il s'est, comme ça, sinon je la lirai, mais s'il s'est activé son micro, donc c'est en dessous de Monsieur Dufour. Est-ce que vous avez activé votre micro? Donc c'est en dessous, il y a le micro et la vidéo. Si par hasard ça marche, sinon je poserai la question. On dirait que ça ne marche pas. Et donc la question c'était, juste il y a un message. Est-ce que c'est ça? Non, il n'y arrive pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, bonjour, nous allons traiter la patience plénière de douleur cervicale. Ce genre de test et d'exercice sensorimoteur faussant la sensibilité du sujet en demandant de suivre une cible et donc de diminuer les douleurs du patient semble être intéressant pour augmenter la motricité cervicale. La question, y a-t-il un intérêt en traitement de fond sur du moyen ou long terme sur des patients chroniques, arthrose par exemple? Vous avez, je pense, un petit peu répondu à la fin de l'exposé. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Fred, ou je sais pas. Ouais, vas-y. Cette notion de En patient fait, chronique avec arthrose. il y a quelque chose qui me chipotait un petit peu, c'est ce genre de test d'exercice sensorimoteur faussant la sensibilité du sujet. Est-ce que ça fausse ou bien c'est le fait qu'il se concentre sur la cible? C'est ça que peut-être Monsieur Dufour veut dire? Parce qu'en fait, bon, le test est assez, en général, par rapport au... il faut dire aussi que dans l'étude, je crois que c'est à préciser, dans l'étude qui a été faite sur les patients cervicalgiques aigus, le test étant un test qui stimule la rotation jusqu'à 30 degrés. La rotation de 30 degrés, c'est vraiment assez petit comme rotation. Et finalement, dans tous les patients que j'ai pu tester, de tête, je pense qu'il n'y en avait que 2 qui m'ont dit qu'après le test d'Hydrun, ils avaient eu mal pendant le test. Donc, ils avaient reproduit leurs symptômes pendant le test. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est que le test, en fait, ne faisait pas mal aux patients pendant qu'il faisait. Hein. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que d'une part, on ne stimulait pas la douleur pendant le test, mais on a pu voir que finalement, la douleur du patient avait laissé des traces, on va dire, sur l'aspect performance motrice, même quand il fait un mouvement hors douleur. Ok, merci Renaud. Alors, donc ça, c'était la première question qui avait été posée. Alors, la deuxième, voilà, c'est de Madame Duvigneau, quel est le temps de référence pour l'activation du trapèze inférieur? Quelqu'un peut m'aider? Je sais pas. Je sais pas quel est le temps de référence. En fait, c'est pas vraiment, on travaille pas sur un temps là. On travaille finalement sur une évaluation de la mobilité. Hein. C'est-à-dire, est-ce que la simulation, l'activation du trapèze permet au patient, quand il est en décubitus ventral, de lever, on va dire, le côté droit de la même façon que le côté gauche. Et surtout, par rapport à l'activation du muscle, on va regarder si son muscle trapèze inférieur, par la palpation, mais aussi au niveau visuel, va s'activer normalement. Hein. Ça, Donc, c'est en clinique, ça, mais en recherche, ça c'est en clinique. Mais en quand vous recherche, mesurez j'ai pas l'activation de... du trapèze inférieur. Ça, j'ai pas les mesures EMG en fait en tête Ouais. par rapport à ça. Ok. Si quelqu'un les a, mais ça, il faudrait regarder. Dans la littérature, c'est mis, hein, mais Ouais, maintenant, les c'est- temps de référence, je veux dire, c'est sensible à tellement de choses au niveau de la localisation des électrodes. C'est oui, c'est très des électrodes de sensible. surface hein, qu'on met avec ça, donc c'est pas évident. Alors, on a une question de Valentin Daman. Que cherchons-nous à mettre en évidence avec le fly test? Est-ce une qualité de mouvement, identifier le mouvement douloureux ou le type de douleur? Et moi, je rajouterais juste une question. Est-ce qu'il est toujours utilisé? Parce que moi, j'avais essayé de l'acheter, d'y avoir accès, mais je n'avais pas réussi. Donc, Bah, c'est un des premiers tests hein, sensorimoteur qui a été publié, en fait, le fly test. Et
en fait, ce qu'on essaye de mettre en évidence avec ce test, c'est comme avec tous les tests, c'est vraiment on va dire des paramètres cinématiques, hein. Donc le fait de suivre cette mouche vite, pas vite, hein, donc d'évaluer en fait finalement les accélérations, les décélérations, les vitesses moyennes, etc. pour suivre, et tout ça corrélé avec, puisque ce mouvement se passe, on va dire, hein, un peu dans tous les sens, par des mouvements de flexion, extension, donc retour de flexion, on va dire, flexion latérale à gauche, flexion latérale à droite. Donc c'est vraiment de la performance qu'on va évaluer avec ce test. Mais comme tu dis très bien, Christophe, finalement c'est un test qui fait office, on va dire, de test de base, mais ça a servi finalement plutôt à découvrir des choses et à lancer en fait une thématique qui a été développée par la suite et finalement beaucoup par Saïk Bahat là, dans sa réalité virtuelle, hein, parce que finalement c'était un peu la même chose. Ok, super. Ouais. Alors, Peut-être un complément par rapport à ça. Ce fly test, en fait, comme tu dis, Renaud, peut-être son défaut, si on peut dire ça comme ça, c'est que justement, comme c'est le suivi de cette mouche, nécessite toujours des combinaisons, si tu veux, de mouvements. Donc, à aucun moment, on a un référentiel finalement. Je ne pense pas qu'on a la mouche qui se balade pile à l'horizontale ou pile à la verticale. Une mouche ne fait jamais ça, tu vas me dire. Par contre, l'idée qu'il y ait une contextualisation, je pense que c'est intéressant parce que le sujet se met vraiment dans l'idée de suivre, tu vois, la trajectoire de la mouche. Mais sinon, on n'a pas ce côté analytique comme on peut peut-être l'avoir dans le lead run, quoi. On peut avoir du pur analytique et avoir des choses beaucoup plus. Si on veut un petit peu le random warrior se rapproche un peu plus du fly, quoi, en fait, en quelque sorte. ok, super, merci. Alors, on a encore, je crois, 3 questions, puis moi j'en aurai une pour vous, et puis on en restera là. Et je pense qu'ici, c'est encore des personnes qui ont déjà posé des questions. Donc, Willy Dufour, la forme de la pièce aura-t-elle impact sur le test ou c'est de la fantaisie? Y a-t-il un choix adapté pour certains types de pathologies? Ouais, tu veux... Donc, à ce stade, effectivement, on n'a pas encore testé l'influence de la forme de la pièce sur les résultats du lead run. Mais par contre, ce qui est bien connu, c'est par exemple le fond. Actuellement, on est en train de faire une étude où on met des fonds qui sont, je vais dire, de nature. Il existe des bases de données, hein, avec des fonds d'images plaisantes et non plaisantes, et on sait très bien que le contexte, en fait, je vais dire, psychologique du sujet et son état, je vais dire, plutôt émotionnel, peut influencer le mouvement. Donc, nous, ce qu'on pense bien, c'est qu'il y a des liens avec ça, mais on n'a pas encore le fin mot de l'histoire sur la forme de la pièce. Je ne sais pas si Renaud, tu avais lu des choses sur la forme de la pièce. Non, j'avais pas lu, mais en fait, l'idée aussi de départ d'implémenter différents tests directement, et surtout par rapport à la pièce, et comme on a montré avec des pièces qui sont un peu vertigineuses, hein, c'était comme jusqu'à présent, on a beaucoup fait ce test de manière, on va dire, de manière assise. On pouvait aussi le faire debout, hein, avec notre patient et dans un environnement un peu vertigineux pour essayer de voir si ça modifiait finalement aussi au niveau sensorio-moteur par rapport à ces informations-là. Donc, ce n'est pas du tout de la fantaisie, c'est vraiment, mais c'est bien de l'avoir demandé, hein, attention, hein, mais c'est vraiment dans un souci de se dire, ben voilà, on est en train finalement de construire un outil de réalité virtuelle et on n'a pas envie de rester, on va dire, basique. On a envie vraiment de pouvoir découvrir un maximum de choses et donc on ne s'est pas donné de limite en fait dans nos environnements. Voilà, c'est vraiment ça. Et pas de limite, je veux dire, mais toujours cohérent par rapport à ce qui se fait et à ce qui se dit au niveau théorique dans la littérature. Super, merci pour ces réponses. Et alors, il reste donc deux questions, là, puis la mienne, il y en a 2. En fait, c'est sur le lead run, hein. Je ne sais pas si vous voyez à quoi peut-on s'attendre en termes de coût global, casque plus logiciel, si nous souhaitons utiliser ce test. Ça, c'est une sous-question. Le mode random warrior est-il également validé, fiable, pertinent? Donc là, je vous laisse répondre à celle-là. Et en fait, la suivante, c'est avez-vous des normes pour le lead run, pour les différentes catégories d'âge, hommes-femmes? Donc,
3 questions sur les lidérènes, et puis je poserai la petite question de conclusion. Tu veux que j'attaque, Renaud, pour les… Oui, peut-être. Alors, il faut savoir qu'on l'a développé dans plusieurs environnements, en fait, hein. Donc, il y a eu un premier développement en Samsung, en fait, qui avait été réalisé au départ. Ensuite, on a pris l'option de passer sur un Oculus Quest version 1, et maintenant, il est développé dans l'Oculus Quest version 2. Et donc, l'Oculus Quest, en fait, il est très démocratique, hein. Je pense que pour 350 €, on se paye un Oculus Quest. Donc, l'Oculus, il a l'avantage aussi d'avoir les 2 manettes, hein. Donc, on a le positionnement du sujet et de ses mains, comme vous l'avez vu dans l'environnement virtuel. Donc, voilà, en fait, finalement, pour 350 €, vous avez le matériel. La seule chose, c'est que maintenant, notre ingé là, commence à développer les versions et on va mettre en ligne assez rapidement, mais on aimerait bien avoir encore un petit peu de temps pour développer 1 ou 2 choses dedans et 1 ou 2 publications. Après, on va mettre en fait en open source en fait une partie des tests. Hein. Ouais. Donc voilà, ça va être utilisable, je vais dire, en cabinet. Donc les tests seront gratuits, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc ça répond aussi à la question de Lara Marquet. Est-ce que la version low-cost d'Eskimot est déjà disponible d'une certaine manière ou... Alors, en fait, avec l'Oculus Quest, il n'y a plus besoin de la version low-cost d'Eskimot parce qu'en fait, le Eskimot, c'était d'avoir utilisé un complément, je vais dire, de capteur inertiel, hein, pour avoir le mouvement. Mais maintenant, en fait, dans le casque, il y a tout ce qu'il faut pour mesurer en fait le mouvement. Donc, en fait, notre ingé nous a sorti l'entièreté en fait des paramètres cinématiques qui sont du casque. Donc, en fait, le casque donnera exactement la même information qu'un Eskimot. Magnifique, magnifique. Alors, dernière question, c'est la mienne, et je précise que j'ai posté le lien vers le quiz. Donc, si vous voulez passer ce test, essayez de le réussir, d'avoir ces 4 points sur 5 pour avoir vos points PQK, vous devez cliquer sur ce lien et il sera accessible jusque 10h moins quart, donc encore une vingtaine de minutes maximum. S'il y a un problème pour l'ouvrir, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse christophe.demoulin@uliege.be, christophe.demoulin@uliege.be. Je vais également le noter dans le chat. Donc voilà, s'il y a un souci avec ce lien, vous m'envoyez et je vous le réenverrai par mon adresse mail. Parfois, ça change des choses. Sinon, vous pouvez aussi essayer avec un autre navigateur si vous n'aviez pas à l'ouvrir, mais apparemment, pour le moment, ça ne pose pas de souci. Donc, juste ma dernière question qui est un petit peu une forme de conclusion. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Vous avez parlé beaucoup des différents tests, ces tests qui évaluent quand même différentes dimensions. J'ai mis dans le chat un lien aussi vers un papier qui met en évidence ça. Et donc, recommandation ici pour les cliniciens qui nous écoutent et qui demain vont voir des patients cervicalgiques. Est-ce que vous suggérez, vous leur conseillez avec tous vos patients cervicalgiques de faire toute la batterie de tests que vous avez décrits, donc ces tests moteurs, ces tests d'équilibre, ces tests de repositionnement, etc. Ou bien vous leur demandez de faire tous ces tests uniquement chez des patients chez qui, à l'anamnèse, et peut-être lorsque vous leur avez demandé activement des mouvements, vous avez perçu une anomalie au niveau de la qualité du mouvement, ou bien vous ne faites que l'un ou l'autre de ces tests, justement en fonction de cette anamnèse et de cet examen clinique. Donc, 3 possibilités de réponse. Chez tout le monde, tous les tests, chez certains patients, tous les tests, ou chez certains patients, certains tests. Je vais peut-être répondre. En fait, je vais plutôt répondre chez certains patients, chez certains tests. Dans le sens où, bon, comme toujours, c'est le raisonnement clinique qui doit guider en fait le thérapeute. Et après avoir fait un examen subjectif, c'est-à-dire une anamnèse, on va avoir, et ça je l'avais mis sur une dia, hein, certaines informations qui peuvent on va dire, nous orienter un petit peu plus ou un petit peu moins, vers on va dire, une perturbation de notre patient. Et en effet, je vais commencer avec ça pour aller tester mes patients de cette manière-là. Donc, je ne vais pas faire toute la batterie de tests à chaque fois, naturellement. Par contre, il y a des tests qui sont, je veux dire, qui sont quasiment obligatoires. Hein. C'est les tests qu'on fait d'évaluation du mouvement actif. Et
je dirais que mon raisonnement clinique va continuer à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai dit l'anamnèse va déjà m'orienter, mais ensuite cette anamnèse va me donner des points clés qui vont faire que je vais faire plus ou moins certains tests. Et dans ces tests, je vais aussi continuer mon raisonnement clinique et me dire, ben, finalement, quand je vois que mon patient tourne la tête de cette manière-là, alors que l'anamnèse me disait, il y a peu d'informations que je fasse, par exemple, un test on va dire, de repositionnement, voire un test de suivi, de neck torsion test, etc. Ben à ce moment-là, je peux me dire, ben tiens, on va quand même le faire. Il m'arrive maintenant, et j'en ai pas parlé, on ne s'est pas parlé de tout naturellement dans la conférence, mais beaucoup de mes patients, quand je leur demande de faire les mouvements actifs, ils sont assis ou ils sont debout. Déjà. Donc je varie déjà cette position. C'est très simple, ça montre que il y a des informations sensorimotrices qui peuvent être perturbées. Même chose, mon patient qui est assis sur sa chaise ou sur la table, je lui demande de tourner la tête ou de faire une flexion ou une extension, je lui demande de fermer les yeux. Donc je croise déjà certains tests. Et ça me donne aussi des informations sensorimotrices sur la manière dont ce patient va modifier en fait son mouvement actif simplement par une modification, on va dire, sensorielle due à la vision. Je leur demande de faire le même mouvement actif, mais plus ou moins rapidement. Ça donne aussi. Donc on voit que on peut adapter en fait ces tests qui sont très, je dirais, standardisés parce que dans la littérature et parce que il faut être standardisé au maximum quand on veut montrer des choses dans un papier scientifique. Mais cliniquement, on sait qu'on peut de temps en temps se donner un tout petit peu plus de facilité. On n'a jamais qu'une séance d'une demi-heure avec son patient. Il faut aussi être, je dirais, pragmatique de ce côté-là. Le temps, c'est l'argent et on sait qu'on en parle beaucoup pour l'instant. Mais ça doit nous orienter aussi. Et donc, finalement, je croise beaucoup ces informations. Et finalement, quand j'évalue la quantité de mouvement, j'évalue aussi la qualité du mouvement. Et donc, mon test, ce n'est pas une seule séance. C'est je vois mon patient 2 fois, je vois mon patient 3 fois. Si je n'ai pas fait ce test à la deuxième séance et que je vois que finalement, dans mon anamnèse, dans mon évaluation analytique, à ce moment-là, j'ai des choses qui reviennent que j'avais oublié de poser comme question, parce qu'on ne peut pas être non plus, on n'est pas des dieux, on ne fait pas tout bien directement. À ce moment-là, je peux réutiliser ce test naturellement. Donc, tu vois, c'est vraiment du raisonnement clinique. Et pour moi, il n'y a pas de choses standard. C'est vraiment un patient avec lequel on doit négocier et avec lequel on doit négocier par rapport à toutes ces informations théoriques et tous ces outils cliniques qu'on a à notre disposition. Eh ben, parfait. Écoute, je ne veux pas dire que c'est la réponse que j'attendais, mais effectivement, c'est le raisonnement clinique. Non, je dis, c'est la réponse que j'attendais, donc c'est très bien. Et de toute façon, le raisonnement clinique qui va un petit peu guider, permettre effectivement de gagner du temps plutôt que d'aller sortir l'artillerie lourde et de faire une multitude de tests, certains n'étant pas nécessaires. Donc voilà, on vous remercie encore une fois. Merci à tous les participants. Vous étiez une centaine à être présents un soir comme ça où il fait beau. Et donc voilà, n'oubliez pas, le quiz se clôture dans 15 minutes. S'il y a un problème, on m'envoie un mail, christophe.demoulin@uliege.be. Bonne fin de soirée à tous. Encore merci et on reviendra vers vous pour faire un petit cadeau pour vous remercier. Allez, à bientôt Renaud, à bientôt et bonne continuation avec votre beau projet. Merci Christophe, merci pour l'invite. Ciao. Ciao. Ciao.